Salut Rebecca. Coucou Monia. Alors, c'est la deuxième fois que je t'invite sur le podcast 108 milliards. On a fait un premier épisode il y a quelques mois, ou je sais plus quand, en décembre je crois, sur les constellations familiales. Alors j'en ai entendu beaucoup parler de cet épisode, une fois qu'on l'a diffusé. Je sais pas si de ton côté... Si, régulièrement. Et ça Ouais. continue d'ailleurs. Bon, bah super. Et évidemment, moi, quand je commence un truc et que ça me plaît, je le fais pas à moitié. Donc, depuis cet épisode, on s'est revus. J'ai refait des constellations et on est même allé jusqu'à organiser un week-end constellation familiale. On a fait ça chez moi, à côté de Montpellier, entre filles, parce que voilà, on voulait faire un petit week-end entre filles. Et en fait, donc la veille du jour, donc on avait prévu de faire notre constellation le samedi, et certaines personnes, dont toi, vous êtes arrivés le vendredi, donc le vendredi soir, on était posés, on prenait l'apéro, en somme tout à fait normal. Mais là, tu nous as raconté des choses. Tu nous as raconté ce que je peux appeler des dingueries, qui ont fait que j'ai eu absolument envie de te réinviter sur le podcast. Parce qu'en fait, j'ai été frappée. Tu nous as raconté, donc je dis des dingueries. C'est des choses qui, quand même, sont pour moi extrêmement. À la fois fascinantes et à la fois je les comprends pas très bien et je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais je trouve que tu les as racontées avec un pragmatisme, en restant assez factuel sur ton expérience, sans y mettre plus d'interprétation que ça. Et en même temps, ça ouvre un champ des possibles qui m'a fascinée. Alors, je ne sais pas exactement quel titre on donnera à cet épisode une fois que je ferai mon copywriting et tout, mais je t'ai dit au téléphone hier, parce que tu m'as dit, mais tu veux parler de quoi exactement? Je t'ai dit, c'est un peu le rendez-vous en terre perchée versus rendez-vous en terre inconnue. Clairement, chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, on va en terre perchée. Rebecca, comment ça a commencé cette conversation dans mon salon un vendredi soir? Mais en fait, c'était vraiment la suite du podcast où quand j'ai expliqué mon chemin la dernière fois, j'ai expliqué que j'avais fait plein d'expériences, mais que pendant le podcast, j'avais pas raconté toutes les expériences. T'avais pas osé? J'avais pas osé. Parce que j'avais peur que ce soit très décalé. Et puis, c'est pas des sujets dont je parle finalement très souvent. Et finalement, quand on s'est revus, je me suis dit, c'est l'opportunité de partager un peu plus. Parce qu'on était en petit comité, parce qu'il y avait pas un de petit micro. Comité. Et puis, c'était, je pense que j'ai aussi progressé dans ma tête sur le partage de ça. D'accord. Et du coup, j'ai raconté quelques-unes des expériences vraiment dingues que j'ai vécues. Ouais. Et j'ai raconté du coup l'expérience de l'exorciste qui s'intègre complètement dans les expériences que j'ai faites quand j'ai ouvert toutes les portes pour aller voir ce que je pouvais nettoyer pour m'aider par rapport au cancer. Donc oui, effectivement, donc pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur les constellations familiales, aujourd'hui, tu vas bien. Je vais très bien. Super, et ça se voit, tu es resplendissante. Il y a quelques années, donc à 40 ans, à 43. À 43 ans, tu as eu un cancer du cervelet. Oui, exactement. Fulgurant, et sans... Enfin, si tu peux re-raconter. Oui, alors du coup, en 2 secondes, j'ai eu à 43 ans un cancer au cervelet. En 2 mois, en 6 semaines, je ne marchais plus. Et puis, du coup, après quelques errances, ça a été diagnostiqué. J'ai été, du coup, opérée, chimio, radio. Et puis après, il a fallu se reconstruire et surtout se reconstruire physiquement puisque j'ai été complètement immobilisée. Je ne pouvais plus bouger, plus m'asseoir. Voilà, donc ça a été un long chemin de reconstruction physique. Et pendant ce chemin de reconstruction, je me suis dit, tant qu'à faire, de toute façon, je n'ai que ça à faire de m'occuper de moi. Et je vais essayer d'aller nettoyer tout ce que je peux nettoyer qui serait de près ou de loin relié à cet événement. Et tu l'as fait de manière assez... tu as fait évidemment tout ce qu'il fallait en termes de traitement médical. C'est pas l'un ou l'autre. Non, mais c'était vraiment intégratif. Ouais, et tu sentais quand même qu'il y a peut-être des choses qui pourraient être du domaine de l'émotionnel ou tu parles de nettoyer. Donc déjà, à l'époque, tu étais déjà dans les constellations familiales. J'étais déjà dans l'énergétique. Tu voyais déjà le lien entre l'énergie et... J'étais déjà dans l'énergétique. Ouais. Et puis... Et c'est d'ailleurs ce que je raconte assez vite aux prêtres que je vais voir, c'est qu'en fait, la médecine n'a aucune explication au fait que j'ai ce cancer-là, qui est extrêmement rare, qui n'est pas héréditaire, je ne remplis aucun facteur. On est très peu dans le monde à avoir, on est 5 dans le monde à avoir exactement ce cancer-là. Ils ne savent pas pourquoi, ils savent juste qu'il est hyper agressif. Okay. Et du coup, plus ils me disent qu'ils ne savent pas, et plus je me dis, c'est qu'il y a de bonnes raisons, il y a de bonnes chances pour que l'explication, elle soit ailleurs.
D'accord. que dans ce qu'on connaît. Donc on est dans X-Files, la vérité est ailleurs. Ouais, un peu comme ça. En tout cas, moi, je l'ai pris comme ça. Et donc là, tu étais en mode, un moteur j'ai pour que ça moi. à faire. Voilà, Et je vais aller j'ai tester. que ça à faire et je vais aller, je vais pas aller. J'ai été guérie et soignée par la médecine, clairement. Mais je me suis dit, j'ai sûrement des choses à comprendre, des choses à explorer, et c'est ce que j'ai fait de façon assez progressive. Et organisée, en travaillant sur tous nos corps, qui sont corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps spirituel. Ok. Ah bah, hyper clair. Donc voilà, Sur tu tous t'es les dit, je corps. vais aller travailler sur ça, je vais nettoyer tout ce que je peux. Tout ce que je Et peux, je à sais tous les pas, niveaux. voilà. Et je sais pas... Et à quel point t'étais, parce qu'après tu vas nous raconter des expériences, tu l'as fait de manière progressive, j'imagine. Je te disais que j'ai fait un bain froid ce matin. Pour le coup, j'ai plongé, mais voilà. Mais t'as pas eu peur? Et notamment, là, on commence assez fort, sans échauffement dans cet épisode. On parle direct d'exorcisme. Ce qui, honnêtement, jusqu'à ce que tu m'en parles, pour moi, ça, c'était un truc qui n'existait pas. Je crois que à plein dans de trucs. Voilà, c'est ça, c'est le film, L'Exorciste. Voilà, c'est le film quand on était petit. Mais ce que je veux dire, déjà, comment donc, ce que je comprends, c'est que ta démarche, elle n'était pas « je suis sûre que ça marche », mais c'était plutôt « j'ai rien à perdre à tester ». Je prends tout. Voilà, je prends tout. Je prends toutes les possibilités de guérison, d'aller mieux, de nettoyage. Mais t'as pas eu peur? Parce que dans le jeu prends tout, je peux aussi prendre un paquet de conneries. T'as pas eu cette peur d'ouvrir des mauvaises portes? Ouais, ou de te retrouver dans des trucs qui sont pas pour toi. Alors pas du tout. Ok. Pas du tout, mais j'ai pas pris n'importe quelle porte. Je pense que la chance que j'ai eue aussi dans mon parcours, c'est que j'étais déjà j'étais déjà dans ce domaine-là, et en fait j'avais déjà des idées d'outils. D'accord. Et tu avais des bonnes adresses, c'est toujours la même chose. Et j'ai récupéré au fur et à mesure des adresses, des idées d'adresses, donc j'ai pas été frappée à toutes les portes, ça s'est pas fait comme ça. Tu es allée chez des gens qu'on t'avait conseillés. Oui. Et parce que tu avais déjà un niveau de connaissance un peu de ce monde-là. Oui, j'avais déjà un réseau et j'avais déjà des contacts. Okay. Donc tu commences par l'exorcisme, c'est ta première... Non, ça, l'exorciste, il arrive assez tôt, parce qu'il arrive à moi, en fait, l'exorciste. Alors, vas-y, donc, quand je suis malade, donc moi, je suis parisienne, et quand je suis malade, je ne peux pas rester chez moi, et du coup, je déménage chez ma mère, dans le sud de la France. Et ma mère, qui est quand même très remuée par ce qui se passe pour moi, et du coup, pour la famille, elle va se faire un soin énergétique chez quelqu'un. En se disant je suis un peu bouleversée, j'ai besoin d'aide, elle raconte son histoire, et puis à la fin la femme lui demande si elle n'a pas une photo de moi. Elle sort une photo de moi et cette femme-là lui dit « Oh là 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 là, la pauvre, elle est vraiment très mal en point et ça va pas bien du tout pour elle là, moi je peux rien faire. » Parce que c'est vraiment trop fort. Il n'y a pas beaucoup de gens qui seraient capables de l'aider. La seule personne qui me vient en tête, c'est un prêtre exorciste qui, lui, se trouvait entre Nice et Cannes, donc genre à 250 km de là où on était. Et juste, cette fille dit ça à ta maman en voyant ta photo. T'es à quel stade de ta maladie ou de ta rémission à ce moment-là? Ah oui, excuse-moi. À ce stade, oui, très juste. À ce stade-là, j'ai été opérée. D'accord. Et j'ai juste eu la chirurgie. D'accord, t'as pas encore la chimio et je suis... Si, je suis au tout début radio-chimio en même temps. Ça, c'est ma première phase de traitement. D'accord. Après, j'ai fait chimio, continué à chimio, mais j'ai une première phase radio-chimio. D'accord. Donc, tu es à ce moment-là un peu je suis à ce moment-là. Je suis à ce moment-là. Et cette dame, à quel point elle avait des infos? Parce que si ta mère lui avait dit « Oui, ma fille vient d'avoir un cancer du cervelet, machin », lui dire « Elle est pas bien, merci, quoi. » Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors... En fait, moi, je mets pas en doute je le mets pas en doute ce truc-là. Elle revient juste avec cette info-là. D'accord. Que dans le langage de l'énergéticienne, elle dit, elle est pleine d'entités. D'accord. Elle en a vraiment beaucoup, et moi, je peux rien faire pour elle, mais il faudrait vraiment l'aider. Okay. Sinon, ça va être compliqué. D'accord. Donc elle utilise ces termes d'entité. Et que sinon ça va être compliqué pour moi. D'accord. Et elle revient avec cette info-là à la maison où moi je peux pas bouger, je suis dans mon lit, et ma mère qui est une guerrière, elle se met elle se met en mouvement pour dire il nous faut un rendez-vous avec cette personne et ça. D'accord. Et toi, quels étaient avant ça? Ouais. Qu'est-ce que tu savais de l'exorcisme? Est-ce que tu t'y étais déjà intéressée? Alors rien. Ok. Rien. Et c'est pareil, et un peu comme ce que je racontais au premier épisode, je pense que si j'avais su avant, je serais probablement partie en courant.
J'avais des vagues images de films d'horreur que je ne regarde pas parce que ça me fait vraiment très peur. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de lointain. Je ne sais pas si j'y crois ou pas, j'en sais rien. En tout cas, elle revient, moi je prends l'info, j'écoute. Et je me dis, si on peut m'aider, ok. Moi, j'ai aucune barrière, je prends ce qui peut m'aider. Donc ma mère, elle se met en quête d'avoir un rendez-vous. Et là, on lui explique... elle finit avec difficulté, elle laisse 10 messages, elle essaie de faire comprendre que c'est extrêmement urgent, que je suis très mal en point, etc. Mais il ne se passe pas grand-chose. Finalement, le prêtre rappelle et lui explique que les rendez-vous sont à 4 mois. Parce qu'il est ultra prisé, que les gens viennent de partout. Et là, ma mère fait des pieds et des mains en expliquant que c'est pas possible, ça ne peut pas attendre 4 mois, que je suis dans un état grave. Et elle obtient un rendez-vous 15 jours après. Ah ouais, elle est efficace, ta mère. Efficace. Je peux donner son 06 si vous voulez. C'est clair, tiens, un jour, j'ai un truc un peu urgent. Et du coup, elle obtient, on obtient le rendez-vous. Ce qui est assez drôle, la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est qu'à ce moment-là, elle essaye de négocier avec l'hôpital que ce jour-là, je ne vais pas faire mon traitement de radio-chimio parce qu'on a un rendez-vous, sans dire lequel. Elle dit pas, elle n'ose pas. Sans dire lequel, mais l'hôpital explique que c'est pas possible du tout et que je peux pas sauter une séance, c'est impossible. Et même je peux pas bouger l'heure de la séance parce que je suis dans un protocole très complexe. Et il faut que ce soit à une certaine heure, avec les médicaments à un certain moment, et donc impossible de bouger. Et elle me dit, OK, pas de problème, ce qu'on va faire, c'est que au lieu que ce soit l'ambulance qui vienne te chercher à l'hôpital pour te ramener, je vais venir avec ma voiture et on va y aller. J'adore, ça aurait pu faire un film. Ah, mais c'est un film. L'épopée. Et donc toi, tu bouges pas trop à ce moment-là. Et moi, je ne peux pas marcher, je peux rien, je peux pas bouger, quoi. Donc c'est pour ça. Elle t'allonge à l'arrière. Donc elle m'allonge, elle prend sa voiture, elle a une copine de ma mère qui nous accompagne, parce qu'il faut faire ces 250 km aller, 250 km retour. Elle fait un pique-nique, elle vient me chercher à la sortie des rayons quand même. Elle m'embarque, on m'allonge dans la voiture et on est parti. J'adore. Génial. Mission impossible. Ça peut faire un super film, franchement. Ok, donc vous vous retrouvez chez ce prêtre exorciste. On se retrouve chez ce prêtre exorciste. On arrive, on est accueilli par un homme hyper beau. Hyper beau, hyper lumineux, hyper fit. Franchement, il impose. Ah ouais, le prêtre beau gosse, ça, j'ai pas vu souvent. Beau gosse. Ça me rappelle le sketch de Gad Elmaleh. Je voulais absolument un rabbin beau gosse à la barbizon de mon fils. Moi, je l'ai. Voilà. Et donc, vraiment, je suis impressionnée. Et il n'y a pas que moi. Voilà. Les femmes qui m'accompagnent sont aussi impressionnées par la prestance de cet homme qui nous reçoit dans un petit bureau assez sombre mais très chic. Et avec un bureau en cuir, voilà. Et quand il nous reçoit, moi j'ai bien aimé vraiment la façon dont il nous a reçus parce que il commence à me dire pourquoi vous pensez que vous êtes là, pourquoi vous croyez que vous êtes là. Et moi je lui dis, je raconte que j'ai un cancer au cervelet, que les médecins ils n'ont pas trop d'idées de pourquoi j'ai ça et que moi je fais un peu d'énergétique et puis j'ai quand même quelques pistes sur le fait que ça pourrait être d'ordre énergétique. Et là, il me dit de façon très pragmatique, il me dit, écoutez madame, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un transfert énergétique. Je vais poser ma main sur votre tête et je vais réciter des prières. Sauf que ce transfert énergétique-là, je vais pas ensuite, ce qui va sortir, je ne vais pas l'envoyer à votre mère ou à sa copine, ça serait dommage. Il va falloir que je le transfère ailleurs. Et après, il va m'expliquer ce qu'il va faire. Mais il me dit, s'il ne se passe rien, et s'il n'y a pas de transfert énergétique, vous n'êtes pas au bon endroit, vous pouvez retourner. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, ça c'est bien, parce que ça parle mon langage. Ouais. Il n'est pas en train de me raconter avec son vocabulaire que c'est horrible, que c'est... Voilà. Ouais, il ne t'a pas parlé du malin ou du malin, de l'œil, qui existe par ailleurs, dans sa terminologie à lui, mais il ne me rend pas comme ça. Il me dit juste... Il te parle ton langage. Il parle mon langage. Il me parle en plus d'énergétique et il me dit, voilà. On va faire un transfert et de toute façon, tu le verras. Si voilà. Et s'il n'y a pas de transfert, madame, vous n'êtes pas au bon endroit. Merci d'être venue. Est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse avant de continuer l'histoire du prêtre ? Quand tu dis que tu parles d'énergétique, de quoi tu parles exactement ? C'est quoi l'énergétique pour toi ? C'est une question large. D'une façon générale ? Ouais. Quand tu dis c'est peut-être que mon cancer, j'ai des pistes qui disent que c'est peut-être du domaine énergétique. Toi, tu dis que tu travailles dans l'énergétique.
Explique. En fait, j'avais à ce moment-là, c'est un peu compliqué à expliquer. En fait, j'ai travaillé sur moi avant et j'avais 2 pistes. Une piste plus d'ordre transgénérationnel et une piste, on va dire, de vie passée. D'accord. Bah, de toute façon, qui aurait pu laisser entendre que j'avais que ça avait un lien avec mon cancer. Mais ma question, elle est même avant tout ça. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie quand quelque chose est énergétique ? Et toi, tu dis, tu travailles aujourd'hui, tu fais des constellations familiales, mais tu es aussi énergéticienne. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Vraiment, b.a.-ba pour quelqu'un qui... que c'est d'ordre d'une mémoire cellulaire. Ok. Parce que, en fait, pourquoi je pose cette question ? Parce que quand on sort le mot énergie, il y a les gens qui plongent en disant « Ah bah oui, de toute façon, tout est énergie, on est énergie, évidemment, machin. » Il y a des gens qui, au contraire, dès qu'on sort le mot énergie, ils disent « Non, n'importe quoi, ça veut dire quoi, énergie ?» Et donc là, voilà, j'essaye de voir comment on peut préciser un peu ça. Donc toi, tu dis c'est de l'ordre d'une mémoire cellulaire. D'une mémoire cellulaire. Ok. D'une mémoire cellulaire qui a une empreinte, une empreinte énergétique qui crée un déséquilibre, une maladie. Ok, très clair. Okay. Super. C'est ça l'approche à ce moment-là. Et des déséquilibres ou des équilibres, en tout cas, voilà, de dire que que ce qu'on vit ou que après on peut voir, voilà, transgénérationnel ou pas machin, mais laisse une empreinte énergétique dans nos corps, dans nos psychés, etc. C'est un peu ça, on va dire, l'hypothèse de base de tout le travail qu'on pourrait faire en énergétique. Pour moi, quelles que soient les différentes sources. Oui. Très clair. Parenthèse refermée. Donc, il te parle un langage qui est clair pour toi et qui te dit, de toute façon, soit tu vas voir un transfert d'énergie, soit tu vas pas le voir et tu n'es pas au bon endroit. Soit c'est strictement biologique. En fait, ce qui veut dire quand je suis pas au bon endroit, c'est retourne à l'hôpital, même si de toute façon, moi, c'était pas l'un ou l'autre. Hein. Mais en gros, c'est retourne à l'hôpital parce que moi, je peux rien faire pour toi et parce que c'est pas d'ordre énergétique. Ok. Et donc, je comprends ce qu'il me dit. Et à ce moment-là, il m'explique que plus qu'il ne va pas faire son transfert sur ma mère ou la copine de ma mère, il va reproduire, à son sens, ce qu'est un corps humain, et avec les 5 éléments qui constituent le corps humain. Donc avec l'eau, la terre, le feu, le bois. Et là, mais une scène absolument improbable, sur son petit bureau de cuir, il commence à sortir un réchaud de camping-gaz. Et un truc comme ça, réchaud de camping-gaz. Ensuite, il me sort une poêle qu'il met sur le réchaud. Donc, voilà le feu, voilà le métal ou je ne sais pas. Ensuite, il met de l'eau dans la poêle. Il prend un bocal fermé qu'il met dans la poêle. Ensuite, il sort un coupe-papier en bois, en forme de crucifix, parce que quand même on est chez un prêtre. Voilà, c'est ça, il faut respecter un minimum. Et il dit, voilà, là on a les 5 éléments. Donc moi, je vais mettre ma main au-dessus de votre tête et je vais mettre la main sur cette petite construction. Et je vais faire un transfert. Je vais réciter Notre Père. En fait, après j'ai regardé, c'est un Notre Père du XIe siècle qui doit avoir une résonance particulière. Et je vais réciter cette prière-là. Et ça va il va y avoir un transfert énergétique. Comme si c'est une énergie qui est pas sympathique, ce qu'on appelle des énergies lourdes, c'est des énergies qui sont froides. Et là, il me dit, est-ce que vous voyez ce que ça fait quand on jette de l'eau froide sur une poêle qui a chauffé à la cuisson? Je dis, bah oui, ça fait psh, psh. Il me dit, bah oui, ça fait ça. Donc, si on entend ce bruit-là, c'est qu'il y a quelque chose. Sinon, au bout de 5 minutes, j'arrête. Et je fais, ok, d'accord. C'est très clair. C'est très clair. Et là j'ai un petit truc. J'hésite entre, ah ouais, si ça pchite pas, j'ai vraiment l'air débile. Et ensuite, en me disant, on se calme quand même. T'as quand même un petit cancer au cerveau. Donc ça vaut le coup. C'est le moment où j'avais testé des trucs. Donc voilà. Et puis, il n'y a pas d'erreur dans l'histoire. Ouais. Voilà. Et donc, je me dis, bon, on y va. Et il commence à faire ses prières, donc son Notre Père en latin, etc. Et au bout de 3 minutes, ça commence à faire le bruit. Donc il allume le feu, il commence. Et au bout de 3 minutes, ça commence à faire le bruit d'une cocotte minute. Ah ouais.
Cocotte Donc, minute. c'est pas juste un petit pchit, quoi. Ah, c'est pas un pchit, c'est une cocotte minute. C'est hyper strident, c'est assez étonnant. Et moi, je sens, à l'intérieur de moi, je sens que je commence à... je sens qu'il se passe un truc, que l'énergie est en train de bouger. Que c'est assez oppressant, d'ailleurs. C'est pas très agréable. Et lui, il continue, il s'arrête jamais. En boucle, en boucle, en boucle. Sauf qu'à chaque fois que ça fait pchit dans la poêle, lui, il crie à Ben un peu plus fort. Ok. Et on voit qu'il y a... j'aime pas le mot combat, mais bon, il y a quand même un jeu, une lutte entre ce qui est en train, entre ce qui est en train de faire pchit, là dans ma petite poêle, et puis lui qui récite ses prières et qui crie amen de plus en plus fort. Donc quand il entend effectivement que ça commence à pchiter, il s'arrête pour me dire bon, vous êtes au bon endroit. Il n'avait plus de doute là. Voilà, plus de doute, et il continue, voilà, et il continue, et au bout de 20 minutes, il s'arrête. Il n'y a plus d'eau. Et puis, il commence à me dire, si j'avais su, je me serais protégée autrement. Je dis, bon, ok. Et il se rassoit pour me parler. Et là, il m'explique que, en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un avec une batte de baseball qui essayait de me tuer, que lui, il avait enlevé la batte, mais que maintenant, j'étais toute cassée et qu'il allait falloir un petit moment pour remettre les morceaux ensemble. C'est ouf. Pendant qu'il dit ça, il commence à défaire son petit échafaudage, là. Il enlève son presse-papier, il enlève son bocal. Ah oui, non, j'ai oublié de te dire. Et il prend la poêle et il met sa main dans la poêle. Mais la main, ça faisait 20 minutes qu'elle chauffait. Et là, il met sa main et il me dit, vous voyez, elle est froide. T'as mis ta main, toi ? Non, je n'ai même pas demandé. D'accord. Mais moi, je suivais le truc quand même avec... Non, parce que tu vois, là, j'essaie de... Tu as mon mental qui essaie de dire, attends, c'est quoi ce délire ? Je me dis, peut-être que lui, il est résistant au chaud, quoi. Enfin, il y a des gens qui sentent... Ah ouais, il est super résistant. 20 minutes à chauffer... Ouais, j'avoue. Bon, en tout cas, il te dit, regarde, c'est froid. En tout cas, il me dit, c'est froid, machin, grosse énergie. Et puis, il commence à me parler. Et il pose son petit bocal sur la table. Ouais. Et là, à un moment où il est en train de parler, on est coupé par un bruit. Donc là, je vais me déplacer un peu et ça fait ça. Ah, ça me fait flipper quand tu dis ça. Donc ça toc-toc dans le bocal. Ça toc-toc dans le bocal. T'avais pas pris de drogue ça avant d'y aller ? Ça toc-toc dans le bocal. Et je pense que si j'avais vu un truc comme ça à la télé, je me suis dit, le sale montage. Ouais. Et là, j'entends toc-toc. Et les deux dames qui sont avec toi, donc ta mère et sa copine. Et ma mère et sa copine, elles entendent toc-toc en même temps. Et franchement, c'est glaçant. Ah, là, c'est glaçant. Parce que tu dis, mais c'est quoi ce truc ? Ok. Et... mais je me démonte pas. Et je le regarde et je lui dis, et ça, là, on en fait quoi ? Ouais. Et il me dit, il a une réponse qui me va très bien et que je trouve très, très dans son rôle, où il me dit, ce que ça doit devenir, quand vous serez partis, je vais faire un petit rituel. Et ce que ça doit devenir ne m'appartient pas. Ah ouais. Je l'ai enlevé avec Dieu et c'est Dieu qui s'occupera de ça. Ouais, lui, il est dans son truc. Donc lui, il est dans son truc. Ouais. Mais j'ai juste compris que il n'allait pas garder ça dans le bocal, qu'après, il ferait son histoire, mais que moi je m'arrêtais là. Toi, t'étais libérée. Moi, j'étais libérée de ça. Okay. C'est ouf. Le coup du toc-toc, là, j'arrive pas... Effectivement, c'est tellement plus simple de dire que c'est pas possible. Tu vois, tu me dis, j'aurais vu ça à la télé. Ah, mais j'aurais vu ça à la télé. Voilà. C'est tellement plus simple. Genre, dans Histoire extraordinaire, machin, j'aurais dit, mais... En fait, c'est tellement vertigineux de se dire que c'est possible. Toi, tu l'as vécu. Donc, toi, moi, j'ai vécu. T'es détendu avec ça. Mais pour moi, qui n'étais pas là, je me dis, oula, je sens que ça gargouille dans mon ventre, là, tu vois. Et, ok. Question. Je sais pas quel est ton niveau de croyance religieuse, même si on en a peut-être, je sais plus. Mais... imaginons, peut-être pour des gens croyants, pas croyants, mais le fait d'avoir dit le Notre Père, comment toi tu l'interprètes ? C'est quoi ton hypothèse ? Alors moi, ça m'a vraiment parlé en tant qu'énergéticienne, parce que ce que je comprends, c'est que les prières, elles sont chargées énergétiquement de ces millions de personnes qui ont récité ces prières-là. Et c'est ce qui leur donne ce pouvoir énergétique. Okay. C'est comme si en récitant la prière, on rassemble toutes les énergies de tous ceux qui ont... En fait, on se connecte à certains endroits de... Peut-être, je ne sais pas si c'est l'inconscient collectif ou pas, mais effectivement, elles sont chargées. Moi, c'est un peu... je sais que ma mère, elle était allée à la Mecque et c'était un moment où elle voulait un truc... Enfin, elle demandait un truc impossible.
Et le truc s'est réalisé de manière assez machin. Et quand je lui dis mais quoi, c'est Dieu qui a exaucé ton rêve parce que t'es allé à la Mecque, elle m'a dit non. Elle m'a dit mais c'est un lieu comme plein de lieux de pèlerinage ou des prières machin. À l'époque, alors on parlait pas encore d'énergie, mais elle m'a dit c'est un lieu qui est tellement chargé, il y a tellement de gens qui sont venus prier depuis des siècles ici que c'est ça qui peut-être voilà, elle avait déjà cette interprétation. Et effectivement, je pense qu'en plus, là, si je rajoute ma brique un peu plus coach neurosciences, en plus, si la personne qui dit la prière y croit, bah, y a un effet énorme. Des multiplicateurs. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, de dire que c'est chargé. Et puis aussi, ce qu'on peut trouver aussi, c'est la puissance vibratoire. Par exemple, ça, je le vois avec les mantras, plutôt côté Inde, mais la puissance vibratoire de certains sons, au-delà de la signification la vibration, des mots. la vibration du son. Ouais. Et j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec mon frère. Mon frère, alors c'est marrant parce que son parcours de vie n'était pas du tout destiné à ça, mais ces dernières années, il s'est vraiment passionné pour la lecture du Coran. Au début, ça nous a fait... Parce que nous, on n'est pas une famille très religieuse, mais quand on s'est dit qu'est-ce qu'il fait, mais il l'a fait de manière assez intelligente finalement. Et ce qu'il m'a dit récemment, il m'a dit, parce que je lui dis, mais moi, le problème que j'ai, c'est que dans tous les textes religieux, c'est que il y a certains passages qui me hérissent les poils, je peux pas. Et il me dit ouais mais il me dit je comprends, et moi aussi il me dit, mais en fait il y a un truc vibratoire quand tu lis le Coran, la Bible, les prières, je pense que c'est pareil, il y a un truc qui se passe et c'est peut-être au niveau vibratoire, et donc voilà, c'est plus une explication que j'admets. Et donc c'est pas de se dire que ces choses-là n'ont pas de pouvoir, mais elles n'ont pas le pouvoir qu'on leur confère quand on est croyant ou pas croyant. Enfin, je veux dire, c'est pas... Elles n'ont pas le même pouvoir. Voilà, elles n'ont pas le même pouvoir que ce qu'on pourrait penser en fonction de notre niveau de croyance. Oui. Okay. Et je pense qu'il y a aussi, au début, je t'ai dit, il était hyper fit. Il y a aussi, il y a la vibration. Je pense qu'il y a la vibration. Ouais. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'égrégore, donc l'énergie de tous ceux qui ont participé. Ouais. Mais il y a aussi le canal. Ouais. Et là, le prêtre, qui lui utilise ça, et qui a aussi sa propre énergie. Ouais. Et tout le monde ne fait pas ça. Et donc, tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde, lui, il est capable de décupler ou de catalyser l'énergie pour rendre ce transfert possible. Donc, c'est aussi lié à sa personne. D'accord. Ouais. Et il t'a tapé dans l'œil. Hein. Il est fit, il est beau. Non, mais après, quand j'ai discuté avec lui, une des raisons pour lesquelles il est fit, c'est que pour faire ça, il a une hygiène de vie impeccable. D'accord. Ouais, sinon il est dans une énergie, il est en pleine possession de son énergie pour pouvoir mener à bien cette mission-là. C'est hyper intéressant. Je fais des ponts avec des choses qui n'ont rien à voir, mais moi, dans mon truc de yoga, on parle beaucoup de purification du corps, et pas dans un truc je dois être pur machin, mais dans le genre a priori, ce qu'on cherche, c'est à faire monter notre énergie de vie, Kundalini, et si tu fais monter le truc dans des canaux qui sont pollués, qui sont sales, ça bloque et limite c'est pas bon. Enfin, tu vois, ça peut pour moi exploser. C'est la même chose. Et alors qu'en fait, plus tu purifies tes canaux énergétiques, plus c'est fluide, quoi. Donc je comprends. Et nous, par exemple, avoir une hygiène quand de on vie, parle c'est une de façon purification, de purifier c'est la même complètement. chose. Moi, je parle d'alimentation. On parle aussi beaucoup des émotions, lourdes ou pas. En fait, ça a un coût d'avoir beaucoup d'émotions lourdes. Donc hyper intéressant. On vient de faire une semaine un peu de purification. et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve dans beaucoup de cultures l'équivalent, là aussi, je sais que c'était il n'y a pas longtemps, c'était la fin du Ramadan. Toutes les cultures où il y a un truc, le carême de purification, de jeûne, d'abstinence, c'est une façon de purifier le corps. Ouais. Bon, après, le problème, nous, c'est qu'on mange tellement le soir que c'est un autre problème. Mais c'est les mêmes principes. C'est les mêmes principes qu'on retrouve. Et c'est intéressant quand tu disais tout à l'heure corps physique, corps mental, corps émotionnel et je sais pas dans quel ordre j'ai fait, corps spirituel. En fait, on agit à différents niveaux. Et après, c'est plus ou moins subtil, plus ou moins dense, mais on revient à ça. Quoi. Et l'idée, c'est que, et l'idée aussi pour moi qu'il y a derrière, c'est que, en fait, tous les corps sont interconnectés. Oui, bien sûr. Et que quand ça redescend, en fait, que tu peux avoir des déséquilibres qui existent déjà dans tes corps subtils et qui finissent par arriver dans la matière, dans ton corps physique. Et là, ça rigole plus. Ouais. Donc, c'est pour ça que, voilà, l'opportunité, c'est quand même d'aller nettoyer dans les corps subtils avant que ce soit arrivé dans la matière. Oui. Ok, donc et je t'ai posé cette question-là le fameux vendredi, mais tu vas me redire ta réponse. Je t'ai dit, mais est-ce que tu penses que le fait d'être allé le voir a fait que tu as guéri ? Enfin, comment tu pourrais attribuer ta guérison au fait d'être allé voir notre ami exorciste ?
Je te ferai la même réponse, Ouais, je veux. qui est je n'attribue pas ma guérison au fait d'aller voir l'exorciste. Je ne saurais jamais. Ce dont je suis sûre, c'est que la chirurgie m'a enlevé la tumeur et a réglé le problème. Et tout le reste a contribué à m'aider à aller mieux. Mais tu peux pas dire Et je plus ne que peux ça. pas savoir si je ne peux pas savoir à quel pourcentage tu vois, ça contribue et est-ce que ça contribue au fait que ça revienne pas sûrement. Mais je saurais pas et c'est pas en fait c'est pas mon sujet. Oui. Mon sujet c'est de prendre tout ce qui se présente pour aller mieux, récupérer, débloquer. Ça c'est ma philosophie et après le reste on saura jamais. Oui, et on s'en fout. Et c'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet. Et c'est pas le sujet. Clairement, voilà, le but c'est pas d'aller essayer de prouver machin, parce que c'est pas du domaine de ça. Non, c'est pas. Et c'est ni le domaine ni c'est pas l'intérêt pour moi. D'accord. Ok. Moi, je prends tout ce qui s'offre. Et puis j'ai l'impression que tu aimes bien expérimenter. Ouais. C'est ça, à un moment se dire c'est l'occasion, bien sûr. j'ai le temps pour ça, j'ai Bien une sûr. opportunité. Moi, je suis ouverte Voilà, à 360. c'est un sport comme un autre, quoi. Ouais. Ok. Bon, Une il y a autre d'autres choses, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur l'exorcisme ou on passe à la suite? Non, sur l'exorciste, c'est bon. non. Et ce monsieur, donc, du coup, il est très prisé, en tout cas. Il est très prisé. Ok. Il est Donc, à t'es pas la Saint-Laurent-du-Var. seule à- ouais. Il y a beaucoup. Voilà, il fait ça. Je crois, il m'avait dit, il en fait 300. Il doit faire, je crois, 300 exorcismes par an. Ah ouais, il a un bon rythme, quoi. Il a un bon rythme. Ouais. Ok. En tout cas, je considère que c'est une chance sur mon chemin. Voilà, Ok. à quoi il a contribué, je ne sais pas. En tout cas, merci à lui. Mm. Et il fait partie des pierres de guérison Ok. sur le chemin. What's next? Alors, oui, alors moi je voulais revenir sur une expérience qui n'est pas liée du coup à mon chemin de guérison, qui était un peu avant, sur des expériences qui comme ça ont l'air, qui sont dingues, auxquelles on pourrait ne pas croire, mais quand on fait l'expérience, on peut juste constater. Et je voulais revenir sur mes premières expériences de médiumnité. Ok, parce que toi, tu considères que tu as comment tu te... Une capacité. Voilà, une capacité médiumnique. Une capacité médiumnique Ok. que je ne pensais pas avoir. Mhm. Et un jour, j'ai croisé un médium à qui j'ai dit apprends-moi, je dois faire ça. Mais je croyais que ça s'apprenait, en fait. Ça ne s'apprend pas. Ça se travaille, Ouais, mais ça ne se s'apprend muscle. pas. Ouais, ça se muscle, mais Mhm. ça ne s'apprend pas. Ok. Et c'est pareil. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je n'ai aucune idée en quoi ça consiste. Et donc, je racontais brièvement dans le premier épisode que j'arrive avec un petit calepin, avec un cahier, un crayon, et je pense qu'on va m'apprendre. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça. Alors, juste déjà pour rappeler, surtout aux auditeurs qui n'ont pas écouté le premier épisode, pourquoi tu as voulu apprendre la médiumnité? J'ai pas voulu apprendre. En fait, j'ai croisé un médium Ouais. et j'ai dit que je lui ai dit, je l'ai trouvé complètement barge. Ouais. Et au bout d'une heure, j'ai dit, je dois faire ça. Et je ne Mais tu sais pas pourquoi tu as dit je ça? sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok. Non. T'avais rien fumé avant? J'avais rien fumé avant Ok. et j'étais à des millions d'années de ça. Oui. Et j'ai dit, je ne sais pas, une espèce d'appel, Ok. voilà, qui a l'air complètement fou, mais j'ai dit, je dois faire ça. Ouais, alors justement, pour les auditeurs, je vous encourage vraiment à écouter le premier épisode. Rebecca, si je me souviens bien, toi, avant ça, tu avais une vie normale, tu avais bossé 17 ans dans la pub. Ouais, une vie dite normale. Voilà, c'est ça. Non, mais genre, tu t'es jamais intéressée à tout ça. Non, pas et du tout. Bon, à un moment, voilà, la vie t'a emmenée. Ouais, la vie m'a et puis- emmenée. Et parce que et je suis tu t'es joueuse, laissée- voilà, parce que je tu me t'es suis marrée. laissée faire. Ok, parce Voilà. que ouais, tu t'es dit, on va se marier un peu. On va se Ok, donc du coup, tu dis à ce médium un peu barge, tu sais pas pourquoi tu lui dis, mais tu lui dis, j'ai envie Ouais, d'apprendre. j'ai envie d'apprendre. Et Ouais. puis, je commence à faire une première séance avec elle. Où là, là, il commence à se passer des choses, mais je suis pas du tout convaincue. Parce qu'elle me sort une photo, elle me dit, vas-y. Je dis, vas-y quoi? Vas-y, dis-moi ce qui te vient. Je lui dis, mais comment ça? C'est quoi la méthode? Comment? Vas-y. Je dis, j'en sais rien, je ne le connais pas, j'ai aucune info. Voilà. Donc, mon mental commence à aller dans tous les sens en se disant, mais en fait, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je fais là? Puis, j'en sais rien et tout. Puis, elle pousse. Et puis, je finis par dire quand même des choses en me disant, bon, allez, je suis là pour ça, allons-y. Et je commence à dire des choses. Et en face, elle est comme une dingue. Mais oui, mais c'est ça, etc. Et... J'adore. mais mais il avait un chien, c'est vrai. Et puis oui, il habitait là, machin. Et moi, franchement, je suis là en me disant, mais
Elle veut que je revienne la prochaine fois, quoi. Et puis, elle pourrait me dire n'importe quoi. J'ai aucun moyen de valider ce que je suis en train de faire. Tu sors ce qui te sort par la tête. Je sors ce qui me passe par la tête, comme ça. Okay. Et elle est comme une dingue. Et franchement, je suis ultra sceptique. En me disant, bon, elle se fout de ma gueule. Elle veut juste que je revienne la semaine prochaine. Et c'est un peu bizarre, quoi. Et après, je rentre chez moi et elle me dit, bon, la prochaine fois, vous viendrez avec une photo de votre grand-mère, quelqu'un de votre famille. Je me dis, ouais, comme ça, j'aurai un peu d'infos. Puis j'arrive avec la photo de ma grand-mère. Elle me dit, ah non, elle, il faut pas lui parler. Et donc là, je retique en me disant, ah bon, alors, quand je connais pas, c'est génial. Ma grand-mère, faut pas y toucher. Ok, on fait quoi? Ben, prends ton arrière-grand-mère. Ok, mais moi, je connaissais pas mon arrière-grand-mère. Donc, c'est pareil, je commence à dire des trucs. Mais je me dis, bah, en fait, t'as pas de photo de ton arrière-grand-mère? En plus, à ce moment-là, j'ai pas de photo, j'ai rien. Mais je commence quand même à dire des trucs. Vaguement un truc. Et je rentre et j'appelle ma mère à qui je raconte. Et elle me dit, ah, mais c'est incroyable que, en fait, j'avais vu un meuble, j'étais capable de décrire hyper précisément ce meuble-là. Mais moi, je connais rien de cette arrière-grand-mère, etc. On t'avait jamais parlé d'elle? Je sais que ma mère était attachée. Mais c'était sa grand-mère, quoi. C'était sa grand-mère. Et je commence à décrire un meuble de façon assez précise, etc. Et ma mère commence à me dire, ah, mais c'est incroyable. C'était le meuble qui était à l'entrée chez ma grand-mère, que j'ai vu toute ma jeunesse, etc. Elle est morte quand ta mère avait quel âge? J'ai aucune idée. Mais toi, tu l'as jamais connue? Mais jamais. Mais de loin, de très loin. Okay. Et jamais vu ce meuble, etc. Et donc, pareil, ma mère enthousiaste et tout. Et moi, bon, toujours vraiment très tiède en me disant, ouais, enfin bon, c'est jamais qu'un meuble. En plus, je le connais pas, ça me dit rien. Rien qui puisse me dire, il y a un truc, quoi. Limite, quand on est sceptique, on se dit, bah, ce meuble-là, il est dans les entrées de toutes les maisons. Enfin, ouais, rien de probant, quoi. Et je commence à me dire, bah, je suis quand même pas bien parce que des morts, j'en ai pas des millions sous la main. Comment je vais m'entraîner? Mais je suis dans ma logique, tu vois, dans mon ancien monde, quoi. Ouais. Du genre, la bonne élève. Alors, j'ai mon cahier, il n'y a pas de leçon. C'est quoi ce bordel? Ensuite, c'est, faut que je fasse des exercices. Ah, mince, mais avec quoi je fais des exercices? Je dis, moi, j'ai pas de morts, à part ma grand-mère auquel il faut pas que je touche. J'ai quand même pas beaucoup de morts autour de moi. Puis c'est pas comme si je peux sortir dans la rue ou aller appeler une copine en disant, t'aurais pas un mort pour que je puisse m'entraîner? Et je me dis, je vois pas bien comment je vais avancer dans cette histoire. Mais il y a quand même un truc qui me titille. Et j'ai aucune idée de comment j'arrive à cette idée-là. J'ai fini par avoir l'idée que peut-être que sur Facebook, il y avait des gens qui cherchaient des contacts. Et là, je découvre un monde. Je découvre qu'il y a plusieurs groupes Facebook de gens, mais des milliers, qui postent des photos de défunts, donc de personnes décédées, dont ils veulent essayer d'avoir des nouvelles. Ça me fait flipper. Parce que je me dis, en fait, le problème de tout ça, c'est quand t'as perdu quelqu'un et que tu mets la photo sur Facebook. Ouais, t'es vulnérable. T'es hyper vulnérable, quoi. Mais bon, bref, en tout cas, toi, tu trouves. Et donc, je découvre qu'il y a des groupes entiers de gens. Il y a des gens qui veulent parler aux morts. Qui veulent parler aux morts. Ouais, je dis, cool, un terrain de jeu. C'est clair. Ouais, toi, tu débarques. Et puis voilà, j'ai trouvé où faire l'exercice. Okay. Et puis en me disant, bon, en même temps, pas mal, parce que si je dis des conneries, personne me connaît, c'est pas grave. Au pire, je dis rien du tout, je reste derrière mon écran. Voilà, bon, et et je me dis, bon, je vais essayer. Et donc, je me vois ouvrir mon ordi, chercher une photo. Je tombe sur une photo de quelqu'un dont on a la photo, le prénom, la date de naissance et la date de mort. Mais tu sais pas qui poste. Et je me souviens que ce jour-là, en fait, la fille qui postait, son icône, c'était papillon. En fait, je dis la fille, mais à ce moment-là, je sais même pas que c'est une fille. Je vois un papillon qui dit est-ce que je peux avoir un contact avec Françoise? Et je me dis, bon, allons-y, je vais essayer. Et donc, l'avantage de Facebook, c'est que, en fait, pour l'instant, je ne suis pas en contact avec elle. Je suis derrière mon ordi et je me dis, essayons. Et franchement, cette espèce de regard sur moi où je me dis, je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. C'est vraiment lunaire, ce truc, mais j'essaye. Et j'essaye, peut-être 3 minutes, et je dis, ah non. Il n'y a rien qui me vient. Et je commence à repenser à la fille qui est surexcitée dans sa chaise quand je lui avais dit le truc. Je dis, non, c'est n'importe quoi, laisse tomber. Je referme l'ordi, je pousse l'ordi. Et à ce moment-là, dans ma tête, tout d'un coup, j'ai un truc qui arrive et c'est comme si j'entendais dans ma tête une idée qui me dit Dadou. Dadou. D-A-D-O. D-A-D-O. Ouais. D-A-D-O. Qu'est-ce que ça veut dire Dadou? Pourquoi je pense Dadou? Je ne comprends pas ce que ça veut dire Dadou.
Et là, j'ai un truc qui me dit, écoute, vas-y. Écrit à papillon. Écrit à papillon. Je reprends l'ordi et je me dis, ça a vraiment l'air débile, Dadou. Et surtout, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, Dadou. Et j'envoie le message et je me vois tremblante. Enfin, putain, je vais me ridiculiser, Dadou. Et j'envoie Dadou. Mm-hmm. Et la fille me répond 3 minutes après. Et elle me dit, c'est le surnom que ma mère donnait à mon fils. Oh. Et là, pour moi, j'ai basculé. Ça y est. J'ai basculé. Ah là là, j'ai basculé parce que moi, je ne sais même pas qui est la femme qui me demande l'info. Donc, je comprends donc, du coup que c'est une fille qui demande pour sa mère. Mm-hmm. Et Dadou, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Personne ne m'a donné cette info et je ne peux pas nier que j'ai eu l'info, quoi. Okay. Et moi, ça m'a fait basculer. Okay. En me disant, OK, il y a un truc. Ça t'a fait basculer en terre perchée. En terre perchée, mais grave, parce que je peux pas nier le truc, quoi. Ouais. Je peux pas nier le truc. Et donc, j'ai dit, OK, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Donc là, quand tu retournes voir la dame... non, mais j'ai continué. Mais du coup, là, j'ai continué. Ah, t'as continué sur Facebook? J'ai continué la conversation. OK, avec Papillon. Avec Papillon. Donc, elle me dit, c'est absolument dingue, machin. J'ai dit, ah ouais, c'est dingue. Mm-hmm. Et là, après, je commence je vois que dans ma tête, c'est comme des infos qui viennent. J'ai des infos qui viennent. Mm-hmm. Et donc, je vois un chien. Et j'ai le prénom du chien. Oh. Et le chien, il s'appelle Princesse. Oh. Et je commence à lui dire, je vois un chien, mais je suis nulle en chien. Alors moi, je peux vous juste dire, il est petit, il est blanc, il a des poils comme ça, mais je ne sais pas quel chien c'est. Mm-hmm. Et il s'appelle Princesse. Et elle me répond, c'est le chien de ma mère qui est mort il y a 3 semaines. Oh non. Et ce truc-là, pour moi, là, j'ai basculé, quoi. En me disant, je comprends rien, mais je peux pas nier, quoi. Okay. Autour de toi, donc je sais pas, j'imagine que tu débriefes ton mari le soir même ou je trouve ça dingue. Ouais, donc c'est quoi, t'appelles tout de suite tes copines Je sais pas si je l'ai fait le soir même, mais en tout cas assez rapidement, j'en parle autour de moi. Autour de toi, t'as des gens qui sont pas du tout là-dedans? Ah, pas du tout, personne. Et comment réagissent les gens? Heureusement qu'il y a ma mère qui trouve ça dingue. Oui, donc ta mère, elle adore. Ça super, elle adore, elle est archi fan. Voilà, la pomme tombe pas loin de là. Mais à part elle, j'ai pas beaucoup d'écho. Elles sont déjà assez grandes à ce moment-là Non, je leur en parle pas. Les filles, elles sont pas très... elles ont 10 et 14. Alors 14, c'est pas le bon âge pour... Ouais, parce que ado, c'est un âge assez sceptique de nature. Ouais. Et puis 10, je me dis, c'est un peu tôt pour lui parler de ça. Machin. Mais ton mari, tu lui en parles? Ouais, je lui en parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait... Okay, encore une fois, le cas. Ah ouais, il n'accroche pas du tout. Okay. Il n'accroche pas du tout. Et en même temps, et je comprends. Parce que moi non plus, j'aurais pas accroché du tout. Ouais, c'est clair. Mais il vient de se passer un truc dingue. Mm-hmm. Et personne peut me dire que c'est pas vrai. Personne peut me dire que j'avais... Ouais. Et puis tu peux chercher tout ce que tu veux. Comme autant, tu vois, je vais te dire un truc. Le coup du toc-toc dans le bocal, les phénomènes d'hallucination collective, etc., c'est documenté. Enfin, tu vois, je veux dire, on n'était pas là, toi, tu es sûr de l'avoir entendu, mais il y a plein de gens qui sont sûrs d'avoir entendu un truc, en fait, qui n'a pas eu lieu. Mm-hmm. Donc, mais autant, là, le fait que tu aies eu le prénom du chien et du petit... Enfin, le surnom du petit garçon, tout ça, là, pour le coup, enfin, je veux dire, c'est pas... Mais c'est indéniable, en fait. Voilà. Ouais. À moins que Papillon soit complètement folle et qu'elle t'ait dit, oui, c'est le prénom... parce que, si tu veux, c'est... elle pouvait te dire non mais je suis parano, je fais exprès d'être parano, c'est l'exercice, mais elle aurait pu te dire oui, c'est le prénom qu'on donne à mon fils, mais en fait c'est pas vrai. Enfin, tu vois, si les gens sont... Tu la connais pas, cette dame, ça veut dire. On sait pas. Oui. Mais bon, bref, en tout cas, c'est juste pour faire l'avocat du diable. Oui. Mais toi, en tout cas, tu as un dialogue avec elle. Moi, c'est la première expérience qui m'a fait basculer. Et après j'en ai fait plein. Voilà, et que tu as pu vérifier. Ah bah oui. Tu veux nous partager des petits florilèges? Écoute, je peux... Une autre, toujours sur Facebook, quelques semaines plus tard, où là, c'est pareil, c'est une photo, je ne sais pas qui demande. Mm-hmm. J'ai une photo de quelqu'un, mais juste, je pense, un portrait. Et moi, en fait, j'ai une image qui me vient. Mais je dis, mais en fait, moi, je vois cette personne avec... j'ai aucune explication pourquoi. Je vois cette personne avec un manteau et une coupe de champagne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce qu'en fait, quand ensuite on commence à faire de la médiumnité, on se rend compte que dans la face, il y a un ordre dans lequel nous, en tant que canal, on reçoit les messages qui permet à la personne en face d'identifier la personne pour être sûre
En fait, parce que la personne défunte, elle cherche à établir un contact clair, justement, pour montrer à l'autre que c'est évident qu'il y a un lien, en fait. Et donc l'image que je reçois, c'est cette femme avec un manteau d'hiver un peu long, ouvert, une coupe de champagne. Et moi, je dis, moi, j'ai cette image-là, mais est-ce que ça vous parle ? Et là, elle me répond, c'est la dernière photo que j'ai de ma sœur. Ah ouais. Et c'est pareil, ce truc-là. Intouchable. Intouchable. Et après, elle avait une histoire assez difficile. Donc, voilà, je sais comment elle est partie. Elle s'est suicidée, cette fille. Donc, j'avais les infos, etc. Tu as les infos avant que la dame te dise. Avant qu'elle me les dise, avant qu'elle me dise que c'était sa sœur, je lui ai dit, vous êtes sa sœur. D'accord. J'avais compris ça. J'ai compris qu'elle s'était suicidée. J'ai expliqué comment. Et j'avais aussi l'info qu'elle avait un chien et que quand elle se promenait derrière sa maison dans le bois avec son chien, voilà, il y avait un contact possible avec cette femme-là. Ça, c'est avec sa sœur. Ah là là, et toutes ces infos-là, si tu veux, mais donc, voilà, du coup, elles sont prouvées, vérifiées. Ce que j'entends, c'est que ton canal de médiumnité te permet de parler avec les morts. Comment on peut dire ça ? C'est ça. C'est quoi un peu de toi, même si c'est juste ton image ou ton interprétation, qu'est-ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un à qui j'en parlais, je dis c'est quoi ta cosmogonie en fait, c'est quoi ton... Oui, bien sûr. Qui n'engage que toi, on n'est pas en train... Ouais. Voilà. Les morts, ils sont où qui c'est qui veut nous parler, enfin, c'est quoi ce délire quoi. Si on part sur... Il y a des gens qui pensent que les morts, ils sont six pieds sous terre et qu'il n'y a plus rien, il y a des gens qui croient à l'âme, il y a des gens qui ne croient pas, enfin... Toi, c'est quoi ta cosmogonie personnelle maintenant que tu as eu ces expériences ? Où ils sont, je ne sais pas. Voilà. Ce qui est ultra clair pour moi, c'est que le principal, c'est que le lien n'est pas rompu. Le lien n'est pas rompu. Okay. Et c'est pour ça que, en ce moment, je ne fais pas de communication défunt. J'en ai fait et je trouvais ça hyper beau de pouvoir partager ça avec ceux qui en ont besoin. Tout le monde n'a pas besoin d'être en contact avec les gens qui sont partis. Mais pour ceux qui ont besoin, c'est vraiment des expériences transformatrices. Mais alors attends, parce qu'il y a des gens vivants qui ont besoin de sentir qu'ils sont encore en lien avec leur mort. Déjà, on en parlait un peu tout à l'heure quand tu m'as dit les groupes Facebook, c'est est-ce que ce besoin il est sain ou pas, et à quel point à un moment il faut peut-être mettre le haut là, parce que alors moi j'accepte faire le deuil. Moi j'accepte jamais deux. Quand je pratiquais, je n'acceptais jamais de faire deux fois. La même personne. Ouais. Donc ça veut dire que tu parles une fois, c'est pour vous dire love, machin et tout. Et parce que j'ai eu des gens malheureusement qui n'arrivaient pas à faire le deuil et qui voulaient en permanence. Et, voilà. Et en fait, ils sont comme on est plus sur le même plan. Hein, ils sont plus là physiquement. Et donc ça c'est il y a un deuil à faire. C'est sain pour personne, tu vois. Donc, mais faut pas non plus abuser. Peut-être le faire après plusieurs années où clairement. Parce que je pense que quand c'est très récent, enfin j'en sais rien en fait, mais je me dis quand c'est très récent... ça dépend vraiment des gens. En tout cas, tu as ta règle de dire... En tout cas, ma position à moi, c'est... pas plus de 2 fois. Ouais, j'entretiens pas ça parce que pour du coup, c'est plus un cadeau. Ouais, c'est clair. Mais voilà. Donc ça, tu t'es mis quand même des règles, on va dire, déontologiques pour pas basculer dans un truc qui devient malsain. Et la deuxième question que j'ai, c'est dans ta cosmogonie. Donc on voit pourquoi les vivants pourraient avoir besoin de ce moment de solace, on va dire, mais est-ce que les défunts ont besoin, selon toi, de parler ou c'est juste ça peut arriver. Ils viennent s'exprimer ça nous fait du bien. Ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver. Quel pourrait être le cas ? Enfin, qu'est-ce que... Il peut y avoir des choses à dire qui n'ont pas pu être dites et qui empêchent l'âme, si on pense que c'est l'âme, de continuer son chemin. D'accord. Ou qui sent que c'est un blocage important pour la personne qui est restée. D'accord. Et qu'elle veut délivrer ça. D'accord. Donc ça peut arriver dans les deux sens. Et l'image un peu qu'on a, justement, si on va un peu dans les films d'horreur, tout ça, les fantômes qui viendraient nous hanter parce que eux ont pas compris qu'ils étaient morts, ou alors ont pas envie de mourir, ou ont vécu des trucs durs qui font que... Voilà, ça, tu y crois, tu crois pas ? Ouais, ça arrive. D'accord. D'accord. Okay. Mais c'est des âmes qui cherchent la lumière. D'accord. Donc on reste quand même dans un truc de lumière.
En fait, moi, si tu veux, pour revenir sur du coup ma cosmogonie, je pense que en fait, on n'est pas sur le même plan. Voilà, on peut comme on parlait des corps, des différents corps, on est la somme de tous ces corps. On peut cohabiter avec différentes, et être en lien avec différentes âmes. Mais nous, on est incarnés et les défunts, en l'occurrence, ils ne le sont plus, ils ne sont pas sur le même plan. Et j'ai perdu mon idée. Et du coup... Tu disais, en fait, je te parlais des fantômes, un peu l'image de quelqu'un qui n'aurait pas... Oui, et en fait, ils ne sont pas sur le même plan. Mais il y a un chemin pour passer d'un plan à l'autre. Ok, et il y a des gens qui n'ont pas fait le chemin. Et il y a des âmes qui n'ont pas fait le chemin. D'accord. Et qui peuvent être, on dit bloquées, parce qu'elles sont entre deux plans, elles sont comme coincées entre deux plans, en fait. D'accord. Et donc l'idée, c'est quelque part, j'imagine, tu as dit aujourd'hui que toi tu faisais plus ça, mais et tu certaines peux aider à personnes, faire passer. Peuvent les aider. On peut les aider. Il y a des gens qui font ça, qui peuvent les aider à faire passer. Ça m'arrive aussi. Okay. Même dans des soins énergétiques classiques. D'accord. Ok. Ça m'arrive d'aider à faire passer. À faire passer. Ok. Comme s'il fallait les remettre dans le bon plan vibratoire, en fait. Ok. D'accord. Waouh. Il y a encore des choses à dire sur cette expérience de médiumnité ou on passe à la suite? Non, sur celle-là, je pense qu'on est pas mal. C'est déjà pas mal. What else? What else? J'ai fait du rebirth. Ah, ça m'intéresse. Quand on en a parlé récemment, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Pour l'instant, je ne savais pas trop quoi en penser. Alors, en fait, je l'ai fait dans... Moi, je ne l'ai pas fait avec l'intention de faire du rebirth. Je l'ai fait dans le cadre d'un stage plus large, mais dans lequel on nous a fait faire du rebirth. Donc... Okay. Est-ce que déjà tu peux expliquer ce que c'est? Parce que même moi, on ne m'a pas expliqué. Moi, je dis tu devrais faire ça. Je dis oui, ok. Oui. Alors, en fait, c'est une thérapie, ou peut-être une technique, qui permet d'aller revisiter sa naissance. D'accord. Refaire l'expérience physique de sa naissance. Okay. Et souvent, la façon d'y accéder, c'est par une technique de respiration qu'on appelle la respiration holotropique, qui est une respiration un peu forcée, soutenue par une musique assez forte qui a une vibration particulière, qui fait que la respiration plus la musique, ça nous met dans un état de conscience modifié, qui permet d'accéder à ces mémoires, puisqu'en fait, on les porte en nous, hein. Notre corps a engrammé tout ce qu'on a vécu et donc notre expérience de naissance, elle est en nous. Et juste de monter dans cet état de conscience-là, ça permet de se reconnecter à cette mémoire-là qui sinon est bien enfouie sous notre mental, sous notre quotidien. Et du coup d'aller revisiter ça. Et donc, une séance de rebirth, ça doit durer peut-être 2 heures. Et donc, on commence par respirer. On est allongé, on respire assez fort, et accompagné par la musique. Et à un moment donné, c'est comme s'il y avait la barrière mentale qui lâche, et on commence à avoir des images. En fait, on pourrait partir, si c'est pas cadré sur la naissance, tu peux partir sur n'importe quel souvenir. Donc, quand on fait du rebirth, c'est en fait une question d'intention. C'est comme si on décidait de dire, on se focalise en disant aux cellules, moi, je veux le tiroir 54 avec ma naissance, s'il te plaît. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est juste une question de focalisation d'intention. Donc, avant, on t'explique que tu vas aller voir. Alors, moi ce que j'ai fait, c'est les différentes étapes. Donc, dans cette compréhension-là, en tout cas dans cette lecture-là, il y a avant la conception, la grossesse, l'accouchement et je crois 4 ou 6 mois qui suivent. Donc, d'accord. C'est ça la période définie par le rebirth, en tout cas dans celle que j'ai faite moi. Et tout ça, c'est en une seule séance de 2 heures? Ouais, en une seule séance. On te fait faire le voir. En fait, toi, tu vis ton truc et puis tu as le guide, l'animateur qui dit, OK, là, vous êtes avant la conception, vous arrivez à la conception, et puis il laisse un peu de temps, et puis il te scande en fait les étapes, et c'est comme si toi tu progressais dans le film. Assez dingue. Ouais, assez dingue. Assez dingue, et surtout tu sens le truc dans ton corps, quoi. Et donc j'ai fait cette expérience-là où j'étais avant l'incarnation.
Je suis avant l'incarnation et j'ai l'impression d'être une petite luciole hyper enthousiaste, hyper joyeuse à l'idée de m'incarner. Donc juste, je suis en train de vivre ça. T'es en double pédale, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, tu vis ça et à la fois, tu as tout à fait conscience d'être encore Mounia et d'être Mounia à l'âge que tu as allongé. Donc, tu perds pas conscience. C'est un peu comme en Constelle. Hein. Tu perds pas conscience de ce que tu es en train de vivre, mais tu dis « Ah ouais, là, je suis dans la joie, je vais m'incarner, c'est super. Et puis, la conception, je ne me souviens plus de grand-chose. Je vis la grossesse, pour moi, c'était plutôt quelque chose d'agréable. Et dans mon histoire de vie, en fait, moi, je suis née le premier jour de mes 6 mois de grossesse. T'es née à 6 mois ? Je suis née à 6 mois, premier jour des 6 mois. Oh là là, c'est tôt, surtout donc, à l'époque, sans vouloir te vieillir. En 1925, c'est ça, ils n'avaient pas encore la couveuse, c'était pas encore ça. Donc, en fait, je nais le premier jour des 6 mois. Okay. J'ai une... voilà, alors, magie du truc, moi, je suis toute terminée. J'ai pas beaucoup de gras, je dois faire 1,5 kg. Ouais. Mais je suis complètement terminée. J'ai même des cheveux, des cils et des ongles. Alors, si tu suis un manuel de biologie, normalement, tu n'en es pas là. Ouais. Et moi, j'ai tout, sauf que je nais le premier jour des 6 mois. Okay. Et du coup, je vais direct en couveuse. Okay. Et dans le rebirth, je vis tout ça et je vis l'atterrissage en couveuse. Terrible. Désespoir total. Donc, je suis passée de la joie de l'incarnation au trou noir. Okay. Mais vraiment au trou noir. Et déjà, juste un truc, quand tu dis, toi, dans le rebirth, ta grossesse, c'était plutôt cool. Ouais. Ta mère a une grossesse cool. Qu'est-ce qu'elle te raconte, elle ? Oui, elle a une grossesse cool jusqu'à une semaine avant ma naissance, où elle a eu une petite frayeur. Okay. Mais moi, je le sens pas quand on fait le... Ouais. À ce moment-là, je le sens pas. D'accord. Par contre, ce que je sens, c'est l'atterrissage. J'ai vraiment l'impression de tomber dans un trou noir. Bah, tu m'étonnes. Trou noir. Et surtout, le contraste hallucinant entre la joie et la déception totale, quoi. Et surtout, j'ai l'impression d'être dans un truc noir. Je commence à avoir froid. Et la musique qui jusque-là supportait mon voyage et tout, elle me devient insupportable. Elle devient mais vraiment hyper stridente. Tellement stridente que je suis à 2 doigts de me dire, je vais dire au mec d'arrêter la musique. Je peux pas. C'est horrible, ce crissement dans l'oreille, je peux pas. Et en même temps, comme tu es en double commande, me dis, on est 40 allongés sur le matelas, là, je peux pas arrêter l'exercice, mais c'est horrible. Et donc, du coup, je sors avec un goût un peu amer quand même du rebirth en disant, pas trop cool, mais bon, ça me raconte une histoire quand même. Ouais. Et là, j'appelle ma mère à qui je raconte mon expérience et elle me dit, mais c'est incroyable parce que ce bruit crissant, insupportable, c'est la 2e fois dans ta vie que tu m'en parles. En fait, ça, je m'en souvenais pas. Et elle me dit, quand tu avais 7 ans, tu es venue me demander c'était quoi ce bruit, maman, quand j'étais petite. Et en fait, c'était le bruit des machines. Ah, en couveuse. C'est le bruit des machines en couveuse, parce que quand tu es en couveuse en 1922, en fait, tu as un bruit constant de machines autour de toi, d'objets métalliques, de machin. Et donc, j'avais engrammé ce truc-là. Et j'ai trouvé ça, incroyable. Je pense que ce qui est intéressant, alors du coup, j'ai trouvé l'expérience incroyable, à la fois parce que c'était lié à la personne qui accompagnait et à la fois intéressant parce que c'est là où j'en étais, je pense, à ce moment-là. J'ai fait cette expérience, mais je pense que je ne l'ai pas transcendée. Alors, c'est-à-dire... Justement, ça vient un peu... Moi, j'avais la question de... C'est quoi les bienfaits du rebirth ? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut le faire plusieurs fois ou une fois dans sa vie ? Enfin, c'est quoi le... Mais du coup, vas-y, finis ta phrase, parce que je pense que tu vas y répondre. Ouais, parce que du coup... je pense que l'expérience, elle est dingue, mais c'est l'expérience pour l'expérience et so what, quoi. Et je pense qu'après, comme ça vient, on est quand même imprimé par ce qu'on a vécu dans le ventre de nos mères, les conditions dans lesquelles on est né, etc. Et ça fait des petits bagages, quoi. Quand ça ne s'est pas bien passé, ça fait quand même... ça laisse quand même des traces émotionnelles importantes. Et je pense que dans mon expérience à moi, ça a été mal accueilli derrière, ce truc-là. C'est-à-dire, ça n'a pas été accueilli, réceptionné, etc. Donc après, on a fait d'autres exercices, on a continué, mais finalement,
n'a pas pris soin de cette étape-là, de ce que ça avait fait, et même tout ce que ça avait fait pour moi, ce sentiment auquel ça m'avait renvoyé, etc. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans mon histoire personnelle, j'ai refait un stage qui n'était pas du rebirth du tout, il y a 6 mois, qui m'a renvoyé et qui là était... Attends, j'essaye d'être claire. Qui pour moi était une révélation. C'est-à-dire que c'était un stage, c'était un travail thérapeutique, énergétique. Et je n'avais pas choisi d'angle particulier. Et le thérapeute m'amène moi sur le cancer, et sur lequel je ne pensais pas aller particulièrement. Et à ce moment-là, il me reconnecte, Attends, je suis obligée de passer par l'histoire. T'inquiète pas, on a dit qu'on faisait un épisode sans filtre. Arrête de vouloir mettre des filtres. Non, mais je suis obligée de passer par l'histoire du coup. Pour dire, donc, juste pour finir sur cette expérience de rebirth, je l'ai trouvée géniale. En tout cas, pour moi, parce que je pense que le thérapeute n'a pas fait tout à fait le job, et parce que aussi, j'étais à un moment de ma vie où il y avait des choses qui commençaient à émerger, mais je n'étais pas complètement reconnectée à mes émotions. Je n'ai pas été au bout de mon travail. Ok, très clair. Ok. Mais je ne le sais pas à ce moment-là. J'ai juste fait cette expérience et je trouve ça dingue et je suis hyper enthousiaste. Et voilà. Mais je ne me rends pas compte que le truc n'est pas transcendé. Il y a 6 mois, je vais faire un stage et je ne sais pas trop quel sujet poser. Et puis, j'étais avec... C'était un stage de quoi ? C'était un stage de travail énergétique. Okay. Moi-même, j'y allais parce que j'ai une copine qui m'avait dit, viens, on va le faire. Okay. Et je sais pas. Et je dis, ok, on va jouer. Je comprends, je suis un peu comme ça. On va jouer. Je connaissais le mec qui accueillait. Je me dis, bon, moi, j'aime bien. Celui-là, je le connais. Il a dû, voilà, par ricochet, ça doit être un mec bien, on y va. Et puis, je me suis dit, bon, on verra quel sujet. Je n'ai pas trop réfléchi au sujet. La séance commence et puis, il me dit sur quoi tu veux travailler. Et puis, je passe sur un truc un peu bateau du thérapeute. Genre, je voudrais être dans ma lumière. Je suis passée dans ma lumière. Voilà. Et puis, il ne se souvient plus de mon prénom. Et il me donne un autre prénom, parce qu'il trouvait que je ressemblais à une championne olympique belge. Et il m'appelle par le nom de la championne olympique belge. Et là, comme j'étais venue avec 2 copines, et donc quand il m'appelle par le prénom de la championne, Nati, okay. je ne sais plus quelle est son amie, il me dit, bon, non mais Nati, toi, est-ce que tu veux pas, machin. Et puis mes copines me regardent en disant, pourquoi il t'appelle Nati ? Je dis, parce qu'il trouve que je ressemble à une championne olympique, mais je ne suis pas une championne olympique, en fait. Et là, mes 2 copines, encore, j'ai dit, mais si, Rebecca, c'est une championne olympique. Et du coup, hop, elle ramène elle a traversé un cancer hyper grave, elle aurait pu mourir, mais aujourd'hui, elle est là, etc. Et donc, elle me met sur le tapis le cancer. Et ouais, t'es une championne, quoi. Ok, alors que toi, t'avais pas prévu de parler de cancer. Alors que moi, j'avais pas, voilà, okay. Ça vient sur le papier. Et puis, lui, il continue. Donc, lui, il écoute le truc. Il continue son petit tour de qui veut travailler quoi. Et puis, il me dit, toi, tu as toujours le sourire. Hein. Je suis ok, là, ouais, je suis souriante et tout. Mais je dis, ok, j'ai le sourire. Il continue son truc. Et puis, dans sa méthode à lui, une fois qu'il a fait le tour de qui veut travailler sur quoi, il donne un petit exercice. Mine de rien. Et il dit, toi, Nati, donc il continue à m'appeler Nati, toi, Nati, tu vas t'allonger par terre en souriant, comme ça. Tu vas regarder le plafond, mais en souriant. Et moi, je fais, ok, Sachant qu'il a donné du coup des exos différents à chacun en fonction de leur sujet. Et donc, truc un peu zarbe, mais je dis, ok, moi, je joue le jeu, je veux bien ouvrir les yeux et sourire. Et là, il commence à mettre une musique, pareil. Alors, c'est pareil, c'est une musique, dont je me souviens pas, je sais, parce que j'ai l'habitude, je sais que c'est une musique qui est assez haute en vibration, qui fait que tu lâches un peu le mental, machin. Peut-être que l'exercice dure 10 minutes, sauf qu'au moment où je suis allongée, la musique commence, et là, pas rigolo du tout. Je suis projetée je suis ramenée dans mon lit quand j'étais malade. Malade du cancer, et pas malade du cancer, en train de me faire soigner du cancer, mais malade quand même. Et surtout au moment où je pouvais absolument plus bouger. Et donc, je suis ramenée dans un truc pas sympa, quoi.
pas sympa. Et moi, j'ai toujours dit qu'en fait, quand j'ai traversé le cancer et les soins, en fait, j'étais hyper mal physiquement, mais plutôt bien intérieurement. Et là, je suis projetée dans le lit, et donc comme dans le lit dans lequel j'étais pendant des mois, et je souris plus du tout. Là, je passe à vraiment le truc en bas, avec une tristesse, et j'arrive, mais je comprends pas, puisque moi, je l'avais pas senti vraiment pendant que j'ai vécu ce truc-là, mais une tristesse qui est un peu bloquée, quoi. Et bon, le truc, je sais pas, ça dure une dizaine de minutes, et après, il fait débriefer tout le monde de qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Et à ce moment-là, je sens que la tristesse, elle commence à monter, mais j'arrive pas trop bien à mettre de mots dessus. Et là, il commence à vouloir m'expliquer un truc, et il me dit, non, mais je vais te mettre une musique d'Arthur H. Non, il me dit même pas, je vais te mettre une musique. Ça sera plus fort. Et là, il met la musique de La vie d'Arthur H. Et il lance la musique que je ne connaissais pas. Aux premières notes, je commence à exploser en sanglots. Ouais. Et exploser en sanglots. Mais sans avoir jamais entendu la musique, ni les paroles. J'explose en sanglots. Et donc, je sens que la tristesse, elle monte, elle sort, etc. Et puis, je commence à écouter les paroles. Et je me dis, putain, c'est tellement ça. C'est tellement ça. Parce que les paroles de cette chanson, ça dit, ça dit au début, tout est joie, tout est gai, tout machin. Et puis un jour, c'est la vie, elle vous lâche la main. Et là, vous vous sentez trahi. Jusqu'à ce qu'elle retende la main. Et en fait, j'ai été touchée tellement profondément parce que je me dis, mais gentil, c'est exactement ça, c'est moi. C'est-à-dire, moi, j'ai un enthousiasme incroyable pour la vie. Et j'avais jamais réalisé à quel point je m'étais sentie trahie. D'être malade au fond de mon lit, d'être coupée complètement de... T'étais tellement dans ton truc de survie absolue, de je vais m'en sortir quoi qu'il arrive, que t'as pas vu cette trahison sur le moment ? Je l'ai pas connectée. Okay. Je sais pas honnêtement, je sais pas si c'était parce que j'étais en mode survie. Je pense que par ailleurs, j'ai fait beaucoup de chemin depuis que par ailleurs, il y a une partie de moi qui était coupée des émotions. D'accord. Parce que ça m'a servi pour d'autres épreuves de la vie et que du coup, comme beaucoup, et que du coup j'étais coupée de ça et que maintenant j'ai fait suffisamment de travail pour récupérer ces émotions-là. Et du coup, tout d'un coup, je l'ai senti à l'intérieur. J'ai dit putain, c'était tellement ça. C'était tellement la vie m'a trahi, mais surtout, et c'est là où je fais le pont avec la première expérience Rebirth dont je parle, c'est tout d'un coup, la musique continue et là, j'ai un éclair qui me dit oh, mais c'est pas la première fois, c'est la deuxième. Ah ouais, la deuxième fois que je me fais C'est trahir. la deuxième. Ouais, le lien entre les deux. C'est la deuxième parce que et je réécoute les paroles et si tu regardes les paroles, le truc est dingue, ça décrit étape par étape mon rebirth. De la joie de la joie de la vie, le désespoir, la déception, le trou noir, et puis finalement la vie vous retend la main et tu repars. Et du coup, pendant que j'écoute ce truc, je me dis oh, mais en plus c'est la deuxième, ça me raconte exactement mon rebirth et ça me renvoie en fait à ma blessure qui est pour moi la plus profonde, qui est mon arrivée sur Terre, comme une déception totale, quoi. Et je me dis, je suis en train de toucher un truc tellement fort, tellement profond et tellement libérateur de pouvoir pleurer toutes les larmes de mon corps de ce truc-là. Et après, je me suis dit, oh, mais quel cadeau, c'est génial. Et en même temps, je dis, mais le rebirth, je l'ai fait peut-être 8 ans avant. Et ben, tu vois, j'étais pas prête. Et est-ce que tu considères qu'après, chemin. Et maintenant que tu as fait ce chemin, tu considères maintenant que tu as transcendé ? Ouais, pour moi, ça y est, ça s'est transcendé. Et du maintenant, coup, ça s'est fait. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que toi, par exemple, tu penses que dans ta vie, tu auras besoin de refaire un rebirth ou non, une fois que c'est fait? Moi, je pense que ça s'est fait. D'accord. Je pense que ça s'est fait, mais que la première fois, c'était pas fait. Oui. En fait, ça a fait commencer, mais pas fini. Exactement. C'était remonté, mais j'avais pas transcendé. Et il fallait ce moment-là, et il fallait que je sois capable d'être complètement réassociée à mes émotions pour pouvoir vivre le truc jusqu'au bout et que ça soit pas juste de la compréhension ou un truc qui te remonte à la conscience. Oui, tu ou vois. un effet un peu waouh de l'expérience, mais ça en transcendant. Mais que tu transcendes, quoi. Okay. Et super expérience. Magnifique. C'est ouf. Ouais. C'est super en tout cas que tu aies fait ce chemin. Ah bah, c'est génial. Mais quel cadeau. C'est super. Bon, il y a encore des trucs à me raconter. Attends. C'était juste
on regarde l'heure, on avait prévu d'en rester là, parce qu'après moi, en plus, je dois enregistrer des vidéos. Mais tu sais quoi, finissons, prenons le temps. On a encore 25 minutes, j'enregistrerai les vidéos. Désolée, Raph, promis, tu les auras avant que je parte au Sénégal. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les chevaux, tu m'as parlé des chevaux. Les chevaux, attends, on va pas partir sans les chevaux. Les chevaux, alors... Ce serait pas cool pour ma copine Charlotte qui adore les chevaux. Expérience, alors à Charlotte, expérience incroyable à faire. J'ai fait avec quelqu'un que j'aime beaucoup, mais que j'ai rencontré à cette occasion-là, une expérience de soins énergétiques couplée à une constellation avec des chevaux. Ok. Donc toi, tu fais des constellations familiales avec des êtres humains. Des humains, voilà. Donc on a raconté l'épisode, comment ça se passe et tout. Là, tu te retrouves avec quelqu'un où les gens qui sont les représentants dans la constellation, ne sont pas des gens, sont des chevaux. Ok. Et donc, en fait, c'est vraiment génial comme truc. C'est que, donc, lui, il est énergéticien et il fait, on va dire, un travail classique, si on peut dire classique, des énergéticiens, avec ses outils, sa représentation du monde, etc. Lui, il fait son soin, mais il fait ça couplé avec des chevaux. Donc en fait, il te reçoit. Donc il a une propriété très sympa en Normandie. Il a 4 ou 5 chevaux qu'il a choisis pour leur énergie. Et donc il te reçoit. Tu poses ta problématique. Lui, il regarde lui en tant qu'énergéticien, qu'est-ce qu'il peut faire pour t'aider. Sauf que au lieu de le faire, dans un cabinet, en fait, tu vas aller faire ta séance au milieu d'une carrière avec des chevaux. Okay. Lui, il fait son truc. Et les chevaux évoluent autour de toi. Ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique. C'est qu'ils sont complètement libres de venir ou ne pas venir. Il n'y a aucune... tu vois, c'est pas guidé du tout, en fait. Mais c'est magique ce qui se passe. Et donc, lui, il fait son truc. Ils sont libres de venir ou de ne pas venir à n'importe quel moment. Juste au moment où il y a les chevaux, lui, il s'interrompt pour te montrer, ou pas d'ailleurs, ce qui est en train de se passer. Mm-hmm. Et moi, à ce moment-là, j'y vais... toujours un peu avec ma marotte, qui est mon équilibre masculin-féminin. Ok, ça, c'était un sujet que tu aimais travailler à ce moment-là. Ouais, c'était un sujet sur lequel je me disais, il faut que j'avance. Il faut que j'avance sur ce sujet. Ouais. Et notamment, je trouvais que j'avais beaucoup de masculin en moi, que ça sert à plein de trucs, à foncer, à avancer, à construire, mais que j'aurais bien aimé rééquilibrer. Voilà. Et donc, je faisais le tour un peu à chaque fois que je voyais un thérapeute, de comment je pouvais avancer sur ce chemin-là. Et donc, lui, il commence à faire sa séance avec ses outils. Et tout d'un coup, je vois arriver un énorme cheval. Mais lui, il ressemble presque à un cheval de trek. Tu vois, une énorme bête, qui s'appelle Hermès, d'ailleurs. Mm-hmm. Une énorme bête. Et donc, des 5, il y a lui qui arrive au milieu. Une énorme bête. Et à ce moment-là, il arrive mais droit sur moi. Et lui, ce thérapeute, il fait, comme lui, c'est ses chevaux, et puis il ne sait pas si toi, tu es à l'aise ou pas, machin, il essaye quand même de cadrer le truc. Donc, mais le cheval, il arrive, mais droit sur moi. Il veut foncer dessus. Et donc, lui, du coup, il essaye de le calmer un peu. Il se fait marcher sur le pied. Et il me dit, tu vois ce qui se passe là? Je dis, ah bah ouais, je vois quand même le gros truc. Qu'est-ce que tu vois comme symbole? Moi, je vois le gros masculin là, qui est en train de me foncer dessus, quoi. D'accord. Et qui te marche. Et qui veut me marcher dessus, quoi. D'accord. Donc, mais comment tu l'as interprété? Genre, c'est ton masculin qui est trop fort ou... C'est mon masculin. Là, je le vois comme mon masculin. Et ce qui est intéressant, et après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a ce gros cheval qui est venu avec une petite jument derrière. Un truc dingue, hein. Dingue. Enfin, tu vois, il y a 5 chevaux. Ok, bon, oui, tu peux y voir les signes que tu veux. Mais il se trouve qu'il y a une petite jument qui est venue avec le gros patapouf. Ouais. Et elle est derrière. Ouais. Et elle est vraiment cachée derrière. Cachée derrière. Féminin et elle attend. Ouais. Et donc, aussi, j'ai l'habitude de bosser sur moi et je me pose des questions et machin. Donc là, je fais, ah ouais, quand même. C'est clair. Intéressant, quoi. Intéressant, parce qu'eux, ils n'ont pas été briefés. Donc, c'est quand même intéressant. Ils ne savent pas sur quoi tu bosses. Ils ne savent pas sur quoi tu bosses. Ouais. Mais en fait, c'est l'énergie que toi, c'est l'énergie dans laquelle tu es. Tu vois, et donc avec l'énergie dans laquelle tu es, tu vas attirer le gros patapouf et la petite jument, mais la petite jument qui reste en retrait, c'est quand même génial, quoi. Ouais, j'avoue.
Et là, il me dit, OK, bah, en fait, il n'est pas à sa place là, donc il faut que tu le pousses, quoi. Et là, j'essaye de pousser. Impossible. Je sais pas, ça fait 1,5 tonne un cheval comme ça. Impossible. Et en gros, il m'explique que de toute façon, moi, j'ai aussi fait de l'équitation et c'est comme ça souvent avec les animaux, mais c'est comme ça aussi avec les enfants. Si dans ta posture, t'incarnes pas le fait que tu vas le pousser, il va rien se passer. Good luck. Ouais. Donc tu vois, je peine un peu, je prends le temps et puis finalement, ça se passe. Au moment, et le truc magique, c'est au moment où j'arrive à faire ce move-là, la jument se déplace. Elle bouge, elle fait le tour et elle vient se placer à côté de toi, dans l'alignement de mon épaule à gauche. C'est ouf. Et là, pour ceux qui savent ou pas, la gauche, c'est quand même le féminin. Et la droite, le masculin. Et là, la jument, elle fait le tour et elle vient se positionner. Et le museau, exactement dans mon alignement. Ouais. En fait, en repoussant un peu, en remettant le masculin à sa juste place, tu laisses le féminin arriver. Ouais. Tu veux un décodage? Non, c'est bon. Ouais, c'est clair. Et puis c'est marrant avec les animaux. Écoute, moi j'ai une petite expérience que j'avais pas anticipée, mais j'étais chez une amie et elle m'a proposé ça. À côté de chez elle, il y a une personne qui fait ce qu'on appelle la communication animale. Et pareil, tu t'assois, tu discutes avec elle, tu lui parles de si tu as une problématique ou quoi. Et il y a des animaux, donc il y a des chevaux, elle a aussi beaucoup de chevaux. Mais il y a aussi un chat, il y a, je sais plus, il y avait des poules, enfin une ferme. Et les animaux viennent ou pas. Et moi, je sais plus ce que je racontais. Je disais, ah non, mais moi, ça, c'est le moment de ma vie, c'est bon, je l'ai dépassé, pas de problème, j'ai travaillé dessus et tout. Et là, il y a un cheval qui s'approche et qui fait... et là, regarde, elle fait, je crois qu'Emeraude n'est pas d'accord. Et donc, c'est hyper intéressant. Après, elle me débriefe, elle me dit, mais les animaux, on ne peut pas leur mentir, en fait. Genre, les humains, on peut mettre... Hier, on avait une soirée sans humiliard sur le masque du dirigeant, mais en vrai, le masque des humains. On peut mettre des masques entre nous. On peut se mentir à soi-même, à fond. Mais les animaux, il y a un petit truc qui est très cash-corps. Donc, j'entends ton expérience. Et c'est très émouvant aussi. Du coup, c'est très, très émouvant, quoi. Ouais, ça te reconnecte à quelque chose. Bah ouais, là, tu peux plus mentir, quoi. Et puis alors, regarde, quoi. C'est physique, c'est hyper cool. Et donc, c'était hyper chouette à ce moment. Il continue. Et puis, il y a un autre moment qui m'a marqué. C'est à un moment donné, j'ai un autre cheval qui arrive. Donc, après, ils repartent. Ils font leur truc, les chevaux, ils font leur life. Et là, j'ai un cheval qui se met à me lécher les chaussures. Et là, lui, OK, moi, j'ai fait 10 ans d'équitation. Jamais un cheval m'a léché mes baskets. D'accord, donc c'est pas un truc courant. Moi, je n'ai pas fait d'équitation. Bah, moi, j'ai jamais eu cette... j'ai pas de carotte au bout, j'ai rien d'alléchant, j'ai juste des chaussures pourries. Et lui, il est en train de me lécher mes chaussures, quoi. OK. Et là, il me dit, oui, il nettoie tes racines. OK, pourquoi pas. Mais, voilà, truc, je dis quand même, c'est dingue, ce truc-là. Ouais. Et puis, voilà, la séance continue, ça dure presque, genre à peu près 1h30, tu vois, le truc est assez long. Et à la fin de la séance, enfin, c'est pas la fin, c'est en fait, à un moment donné, les 5 chevaux, ils se mettent autour de moi et ils se touchent tous, et se touchent. C'est-à-dire que, tu vois, il y en a un qui touche la queue de l'autre, et voilà, ils sont tous en cercle autour de moi. Et ils sont venus, fermer le cercle, et là, ils me regardent, ils me disent, je crois que la séance est terminée. C'est énorme. Et je fais, ah ouais, dingue. Mais ça, ils ont dû l'apprendre. T'en sais rien, mais en tout cas, pourquoi à ce moment-là, de toute façon, même s'ils ont appris, de toute façon, ils sentent un truc que c'est la fin de quelque chose, alors que ils sentent que probablement l'énergie est stabilisée. Oui, c'est ça en fait, c'est que l'énergie est stabilisée, ils sont plus sensibles à ça et ils viennent clore le truc est clos. Alors après, j'ai emmené d'autres amis le faire et ça finit pas toujours comme ça. D'accord. Mais moi, ça s'est fini comme ça. Je fais le truc est dingue. Quoi. C'est génial. Ouais, ça me donne envie quand tu me dis ça après. Faut aller en Normandie, tout ça, mais... Ouais, mais il vient te chercher à la gare et tout. Ah, il est sympa, il fait bien à manger. Exactement. Et même, il t'invite à manger quand tu fais tu partages un repas avec eux. Ouais, donc tu discutes et tout. Ouais, tu discutes, c'est une très belle expérience. Et moi, j'étais vraiment touchée en me disant, voilà, tu vois, les animaux, ils le font... gratuitement, c'est pas le bon mot, mais ils le font sans arrière-pensée. Oui, y a pas de pensée. On leur a rien demandé, c'est pas téléguidé. Ils sont là et je trouve ça, ils sont là pour toi. Quoi. Ouais. Et c'est une belle. C'est beau. Et est-ce que toi, tu as l'impression depuis que tu as mieux équilibré ton féminin et ton masculin, oui, heureusement, je fais une différence. Encore une fois, subtil, et puis j'ai fait plein de trucs.
Ouais, c'est moi aussi, je gesticule dans tous les sens et à la fin, je sais pas trop. J'ai fait plein de trucs, mais c'était une très belle expérience. Super. C'est très touchant. Ouais. Et à vivre, quoi. Tu vois, c'est chouette à vivre. Non, mais je te dis, ma copine Charlotte, il faut que je le fasse avec elle. Et je veux pas te laisser partir comme ça, parce que quand on a préparé, tu m'as parlé de... si je dis pas de bêtises, hein, tu m'as parlé de vie... Vie passée. De vie passée, des trucs comme ça. Alors, vas-y. Alors, elle est courte l'histoire. Ça va aller, elle est courte l'histoire. Avant ça. Elle est courte l'histoire. Encore une fois, c'est une expérience que j'ai faite et sans l'intention d'aller visiter une vie passée. J'ai par ailleurs fait d'autres pratiques où je me suis un peu intéressée à ça. Mais là, je ne l'ai pas du tout fait comme ça. Mais déjà, c'est-à-dire que déjà dans ta cosmogonie, on y revient, tu crois qu'on a eu des vies passées? J'ai exploré cette possibilité. D'accord. Mais tu sais pas trop. Non, mais j'ai exploré cette possibilité. Aujourd'hui, je sais pas trop. En tout cas, j'ai exploré cette possibilité. Et quand je le fais, en fait, je fais pas du tout cette expérience avec l'idée que je vais aller visiter une vie passée. En fait, c'est un atelier de respiration holotropique. L'idée de la respiration holotropique, alors un peu comme quand tout à l'heure c'était appliqué au rebirth, c'est d'aller aller voir ce qu'il y a à sortir, à dégager, qui aurait été engrammé. Et ça peut être plus ou moins dirigé, mais là, c'est des ateliers où c'est pas dirigé. Tu viens avec l'idée de respirer et tu vois ce qui sort. Peut-être que si tu as une intention, tu vas focaliser, mais en l'occurrence, moi, je suis venue participer à l'atelier, voir ce qui sort. C'est pas la première fois que je fais cette expérience-là à ce moment-là. Et donc, je commence à respirer. Donc, c'est pareil, comme pour le rebirth, tu respires, il y a de la musique, et puis à un moment, ton mental lâche, et puis tu commences à voyager. Voilà. Et à un moment donné, je me retrouve, je sens que je suis complètement figée. J'ai hyper froid, tellement froid que je demande aux encadreurs, à ceux qui encadrent, de m'apporter des couvertures parce que j'ai l'impression que je vais crever de froid. Et je mets mes bras dans cette position-là. Mais sans avoir conscience de choses, je me dis juste, j'ai tellement froid, et je me sens serrée, engoncée. Et j'ai la vision, et tout d'un coup, j'ai la vision... j'ai la vision d'un dieu égyptien là qui est le chien, mais à ce moment-là je sais même pas comment. Après du coup il m'est revenu comment il s'appelait, mais à ce moment-là je vois cette espèce de chien en sculpture, cette tête de chien, et je me dis mais pourquoi je vois ça, mais j'ai tellement froid, c'est horrible, et vraiment avec un truc angoissant. Bon, et puis je vis d'autres choses dans ce voyage-là, et puis après on débriefe de ce qu'on a vécu. Je dis bon, moi ça fait pas trop de sens ce truc-là, mais dans ce voyage j'ai vécu ça, et vraiment j'avais vraiment très très froid, et c'était quand même pas très agréable, quoi. Et je me dis bon, mais j'ai vécu plein d'autres trucs, un peu d'ailleurs je pars très vite, assez loin, dans les étoiles, d'autres planètes, machin. Vrai, pas vrai, j'en sais rien, mais je fais des voyages. Qu'on veuille ou non, tu fais des voyages où l'imagination. Je fais des voyages assez variés, et je repars de ce truc-là. Et 3 semaines après, je vais faire 3 semaines, peut-être un mois après, je vais faire un soin avec une chamane. Ok. Que j'avais été voir parce que... Tu consommes, hein, quand même. J'adore. Oui, mais là, je te raconte des trucs... J'ai trouvé mon maître, parce que moi aussi, je suis pas mal. Et en même temps, je te raconte des trucs sur 10 ans, hein, tu vois. C'est pas tous les samedis. Non, c'est pas tous les samedis. C'est aussi un budget, hein. C'est clair. Mais c'est pas tous les samedis. Mais c'est pas tous les samedis. En dev perso, pratiquer le polyamour, mais pas la boulimie. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais là, je raconte un condensé. Honnêtement, c'est sur... Tu vois, c'est sur 10 ans. Et puis en vrai, moi, ça me passionne tellement que je comprends très bien. Et par contre, j'adore les formes différentes, et donc ouais, j'ai testé plein de trucs. Et donc là, j'étais voir une chamane que j'avais été voir parce que j'avais appris qu'elle était aussi chanteuse d'opéra, et que je voulais faire un travail sur le son aussi. Donc en fait, elle chantait, elle faisait des soins en chantant, un truc un peu particulier. Je me dis, j'ai trop envie d'aller voir ça. Et donc, je vais voir ça. Elle commence son soin. Elle me dit 2-3 trucs. Et à un moment donné, elle commence à me dire... En fait, oui, alors, excuse-moi. Du coup, entre-temps, j'ai appris que du coup, je regarde je me dis, mais c'est quoi cette image de chien, ce chien égyptien-là? Et je me dis, ah oui, mais en fait, c'est Anubis. Et Anubis, dieu de la mort. Et je fais,
ah ouais. Comme ça, toi. Et puis après, je me dis, ah ouais, mais j'étais comme ça. Et j'ai froid. Mais au départ, j'ai pas du tout fait ces ponts-là. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et après, je me dis, ah ouais, la mort, j'ai froid, comme ça. J'étais dans un sarcophage, quoi. Oui. J'étais dans un sarcophage. Mm. Et cette femme, elle commence ses soins. Et à un moment donné, elle me dit, texto, elle me dit, en fait, vous avez une vie passée où vous avez fait partie d'une certaine caste. Et il y avait un rituel de passage qui était, on vous enferme. Donc, et elle me dit, en fait, on vous mettait dans un sarcophage, dans une barque. Vous deviez passer, je crois, sous un édifice. Et en fait, c'était tellement terrorisant. Parce que en gros, dans ce rituel, les gens sont encore vivants quand Ils ça sont arrive. vivants et résistent ou pas à cette épreuve terrifiante qui est d'être enfermé, vivant dans un sarcophage et tu dois tu dois faire un chemin sur l'eau, etc. Et c'était tellement terrorisant Que moi, que dans cette vie-là, j'ai pas survécu. D'accord. Et donc moi, je suis celui qui est mort dans le sarcophage. Pas cool. Dans ce rituel-là. Ouais. Tu vois. Mais ce qui m'a je fais ok, bah pas cool. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est de me dire ah ouais, c'est dingue parce que elle est en train de me raconter. Tu lui avais pas dit que rien. tu avais fait de trucs tropiques, ni de chien, ni d'Anubis, rien. Ouais, rien. c'est quand même rien. Et moi, c'est ces trucs-là qui me fascinent. Quand je t'avais dit, c'est-à-dire que tu peux croire ou pas croire, mais à un moment donné, tu as des trucs qui s'emboîtent et tu peux que constater, quoi. Et là, tu constates. Et limite, contentons-nous de constater sans interpréter. Sans interpréter. Sans interpréter. C'est ouf. Mais je me dis juste... Et tu as vérifié, est-ce que tu as poussé le truc jusqu'à vérifier si ce rite a existé quelque part en Égypte ou dans le monde Non, j'ai pas pensé. Okay, mais on va demander à ChatGPT. Ouais. Mais par contre, je pense que c'est facile à retrouver. Facile. Et ça me semble plausible compte tenu des coutumes. Et puis après, tu peux dire en plus peut-être que c'est pas non plus une coutume, mais que ça arrive à quelqu'un parce que c'est une punition de je sais pas quoi. Ou, enfin, tu vois, c'est pas... En tout cas, voilà, la chamane, nous, ce qu'on peut constater, c'est que la chamane te parle de ce truc-là. La chamane, elle me parle de ce truc-là. Et là, tu dis peut-être que j'ai eu une vie antérieure. Et tout d'un coup, je me dis, j'ai peut-être eu cette vie-là. Ouais. En tout cas, c'est quand même hyper étonnant qu'elle remonte là 2 fois et que elle soit capable de me raconter ce que moi, j'avais pas compris de mon expérience de la dernière fois. Quoi. Donc ça, j'étais assez sidérée. Après, qu'est-ce qu'elle en a fait ? Est-ce que je suis libérée de ce truc ? Ça on rentre dans d'autres considérations, d'autres histoires. On a des infos, après, il ne faut pas non plus trop vouloir... Oui, après, il y a des gens, honnêtement, c'est pas... Moi, je travaille pas comme ça, mais il y a des gens qui, dans leur pratique, vont te dire que eux, ils viennent t'aider à te dégager de blocages que tu aurais eu dans d'autres vies. D'accord, voilà. Ok. Toi, tu as déjà vu des gens comme ça, du coup ? Oui. Que cette chamane, elle t'a dit ça elle m'a dit ça, et puis voilà. Et puis après, j'ai vu d'autres gens qui eux, avaient cette spécificité-là, si tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres vies ? Ouais, est-ce que tu es allé voir quelqu'un qui te dit « je débloque les blocages » Ouais, j'ai pas d'expérience probante, moi, là-dessus. D'accord. T'as pas eu l'impression d'avoir... Non. Ok. J'ai plus l'expérience, et c'est là où moi, perso, ça, pour l'instant, je suis un peu calmée là-dessus. J'ai plus d'expérience où on m'a expliqué « Ah, c'est parce que t'as vécu ça dans le passé qu'aujourd'hui, t'es bloqué là. Et moi, je me dis, OK, et so what ? Ouais, ça, c'est chiant, quoi. Tu vois ? Donc, c'est soit toi, thérapeute, t'es capable de m'aider et on se débloque, soit t'es pas capable de m'aider, et si c'est l'histoire pour l'histoire, voilà. Ouais. Et donc, j'ai pas d'expérience. Ça veut pas dire que j'ai vu que des gens qui étaient là pour me raconter, mais moi, j'ai pas d'expérience à raconter ou vécu du fait que ça ait résolu le problème sur lequel j'achoppais à ce moment-là. D'accord. Okay. Ce qui veut pas dire que ça marche pas. Ouais, ce qui veut dire que pour l'instant, toi, moi, j'ai pas cette expérience. Peut-être que tu reviendras sur le podcast pour dire mais peut-être, j'ai vécu un truc. Mais peut-être parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai été explorer ça pour pratiquer aussi des thérapies qui accompagnent ça. Okay. Mais pour l'instant, j'ai pas cliqué avec ce truc-là, donc j'ai laissé de côté. D'accord. Voilà pour les vies passées. T'as un dernier pour la route Ça y est. Je sais pas qui me viennent là tout de suite. Attends. Tu m'avais pas parlé d'un dernier truc ? Pendule. Ah oui, le pendule. Ah voilà, le dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Ouais.
Dans les expériences que j'ai faites moi, j'ai découvert le pendule et j'ai découvert qu'on pouvait travailler avec le pendule pour soigner, mais aussi parfois pour avoir des infos. Alors déjà, pour soigner en mode en énergétique ? Pour soigner en énergétique, en fait, je me sers du pendule pour déterminer quelle est la vibration dont tu as besoin pour résoudre ton problème. D'accord. Ok. Et du coup, une fois que le pendule m'a donné la vibration, je vais envoyer par l'intention cette vibration-là pour essayer de t'aider à corriger le problème. Ok, très clair. Qu'il soit d'ordre physique, émotionnel, bref. Ouais. Et alors du coup, pour avoir des infos, tu disais ? Et pour avoir des infos, là, tu utilises le pendule à titre prédictif. Donc, j'ai fait ça un peu au départ aussi. D'abord parce que je trouvais ça tellement dingue et je me disais, non, c'est pas possible, etc. Je vais tester, quoi. Et c'était au début, c'était assez au début du pendule. Et à mes débuts au pendule. Et puis, j'ai une amie qui est enceinte, qui doit accoucher de son deuxième enfant et qui m'annonce que... en fait, elle va déclencher son accouchement parce qu'elle voudrait absolument que cet enfant naisse à la fin de l'année civile et pas l'année d'après. Ouais, et on est tous là-dedans. Moi, ma fille est née le 30 décembre, je l'ai bénie. Donc, on est en novembre, on est peut-être fin octobre ou novembre, et elle me dit non, mais en fait, je vais déclencher l'accouchement, ça sera pour décembre. Et puis, moi, je tiquais un peu, même si c'était son choix à elle, je tiquais un peu sur le fait de déclencher. Et je lui dis, mais t'es sûre, mais ça se trouve, ce pauvre bébé, il veut quand même arriver sur cette année, on va pas le déclencher, voilà. Et puis, comme je pratiquais pas mal le pendule à ce moment-là, mais vraiment que pour moi, je lui dis, si tu veux, je peux tester. Peut-être que... Mais j'avais jamais rien testé. Et je me dis, je sais pas pourquoi j'ai cette idée, me disant, ça se trouve... ce bébé, on peut voir au pendule quand est-ce qu'il veut naître. Et je commence à regarder. Donc, je commence à chercher, OK, quelle année ? Donc, ça me donne bien cette année, l'année civile. Okay. Et puis après, je dis, putain, c'est dingue, ça me donne une année. Ça, peut-être que ça va me donner un mois. Donc, je cherche, je me dis, décembre. De toute façon, là, il va te dire décembre, t'es en novembre. Ouais, ou octobre, tu vois. Il me dit décembre. Mais au fur et à mesure, j'avance et je me dis, le truc est dingue, mais je continue. Tu demandes des jours après. Et je lui dis, je vais demander des jours. Ouais. Et il fait, OK, alors 27. Okay. Et là, je commence à me dire, oh là là, je m'engage. En même temps, j'avais envie de le faire. C'est le jeu. Et en même temps, je me dis, oh là, je m'engage sur un truc. Ça se trouve, je vais dire une énorme connerie et tout. Je dis, OK. Au pire, tout le monde s'attend à ce que tu dises une connerie. J'ai 27. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Ouais, mais à ce moment-là, je suis prise vraiment entre le truc et je suis en train de faire un truc dingue. Et en même temps, ça se trouve, c'est une grosse connerie. Donc, je continue, 27 décembre, OK. Et puis, je dis, fou pour fou, OK, quelle heure ? Et là, j'ai un truc, il me dit, non, mais je ne vais pas quand même lui donner une heure et tout. Si, une heure et tout. Et je dis, OK, 7 heures. OK. Et au début, je me dis, non, mais je vais lui donner un créneau parce que c'est moins risqué. Alors, déjà, tu es capable de dire le jour et toi, tu crois vaguement que c'est moins risqué. Donc, je dis, entre 7 et 9. Voilà. Et puis après, je dis, non, mais en fait, c'est 7 heures. Et puis, en fait, je vois 7h30. Mais j'ose pas dire 30. Je dis, je vois 7h30. Et donc, je lui donne l'info du jour, du créneau, etc. Et le mois passe, on arrive au 25, on arrive aux vacances de Noël. Donc elle décide de pas déclencher. Donc finalement, oui, et donc elle décide de pas déclencher. D'accord. Elle décide de pas déclencher. Elle te fait confiance quand même, ou ça a rien à voir. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait d'autres trucs qui lui disaient. Ou peut-être qu'elle se dit, peut-être que machin. Bon, finalement, elle le fait pas. Ok. Elle le sait pas. Et là, je me dis, je commence à me dire, moi j'ai dit que c'était ça, ça se trouve c'est pas ça, etc. Les vacances de Noël arrivent et avec mon mari qui suivait un peu de loin mes débuts là-dedans, je me dis, est-ce que je lui dis ou pas comme c'est parce que je me dis en même temps, je prends un énorme risque, c'est-à-dire que je pourrais plus jamais rien dire si ça marche pas, mais si ça marche, il pourra pas dire que je l'avais pas dit avant, donc je me dis allez, j'ose et je vais lui. Et donc on est en train d'aller à la montagne et je lui dis, tu sais. J'ai fait un truc un peu dingue, j'ai prévu, j'ai donné l'heure, etc. Et il fait oui, un peu loin du truc. Le jour arrive, on est le soir du 26. Et là, je commence à recevoir alors d'abord des photos de ma copine. Elle me dit ça y est, je suis prête. Donc elle avait été se préparer pour l'accouchement, se faire toute belle, machin. Et moi, je dis ça se trouve, j'ai dit ça. Et elle a tout fait, genre l'esthéticienne, machin. Elle est à fond, elle est à fond. Et en même temps, si c'est pas ça, voilà. Et
on avance dans la journée du 27 et elle commence à m'envoyer des messages qui dit bon, mon mari dit que j'ai pas du tout la tête de quelqu'un qui va accoucher. Bon, ok, la pression monte, etc. Et puis, 11h du soir, je me dis, bon, allez, tu sais quoi, dodo, de toute façon, on verra bien. Mais j'étais en me disant, voilà, bon, on verra demain, quoi. Je rallume mon téléphone à 8h15 le lendemain matin. Et là, j'ai 25 SMS. Et elle a accouché à 7h30. Elle a failli accoucher dans 19h30. 7h30 du matin. Ah, 7h30 du matin du 28, du coup. Non, du 27. C'était la veille. C'était le 26. Ah oui, c'était le 26. Elle a accouché à 7h30 du matin. À 7h30 du matin, le 27. C'est de la folie furieuse. Et en fait, son mari disait tellement qu'elle n'avait pas une tête à accoucher qu'elle a failli accoucher dans la voiture. Ok, bah oui, parce qu'ils sont allés à la dernière minute. Parce qu'ils ont été à la dernière minute. Oh là là là. Et le bébé est né exactement à l'heure à laquelle le pendule avait donné. Et attends, et du coup, j'espère que ça a fait basculer ton mari. T'as pris Alors, le sérieux après. Pas du tout. Mais ça, c'est génial. Non, mais c'est génial. Parce qu'en fait, en fait, moi, je trouve ça bien que tu sois mariée avec lui parce que ça fait un ancrage rationnel. Mais oui, mais ça va très bien. Mais ça va très bien. Ça va très bien parce que, en fait, j'ai refait un truc au pendule, mais du coup, en physique, comme je te l'ai fait faire, il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que tu t'es servi de moi comme pendule. Genre, ça marche aussi. Ah, ça marche. Donc, moi, je l'ai fait, moi, le pendule avec mon corps. Donc, juste pour info, elle se pose des questions dans sa tête et elle me dit de lui montrer mon oui et mon non. Moi, je ne sais pas pourquoi je bascule d'un côté ou de l'autre, donc je ne connais pas la question. Et une fois qu'elle a compris où était mon oui et mon non, je sais pas, ça répond à ces questions. Voilà. Ouais, ça reste un peu théorique comme ça, mais un jour tu le montreras. Ouais, en vidéo comme ça. Et donc un jour je reparle. Donc il y a genre 3 ou 4 mois, je refais un truc au pendule avec mon corps. Un dîner où on doit aller avec mon mari et je ne sais plus et on ne sait pas quelle est la direction et finalement on se retrouve devant la porte de notre copain en faisant le pendule et là il est scotché par le truc et je lui dis mais enfin le pendule tu te souviens quand même que il y a eu la naissance. Qu'il y a eu la naissance, tu vois. Et là, il me dit, ah non, pas du tout. Ah ouais, donc ça va. Donc en fait, c'est pas grave. Mais donc lui, ça l'a pas convaincu. Son mari non plus, alors que lui, il a un bébé pendule. On l'a appelé longtemps le bébé pendule. Ok, bah écoute, c'est pas grave, on veut pas convaincre les gens. Mais pour les sceptiques, tu vois, après, tu vois, quand j'en ai parlé un peu, après, on me disait, ouais, mais enfin, en fait, tu l'as influencé et tout. Et je lui dis, mais je me donne pas ce pouvoir. Bah oui. Limite, ce serait même plus flippant. Je me donne pas ce pouvoir et tu vois de décider à quelle heure elle va accoucher. Ouais. Et même si elle le veut, c'est super. Mais montrez-moi d'autres gens qui ont décidé à quelle heure et à quelle minute ils avaient décidé d'accoucher. Tu vois. Non, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Et ou d'autres sceptiques qui m'ont dit non mais tu vois entre octobre et décembre en fait finalement il y a X jours donc c'est une chance sur ouais tu peux tout trouver. Moi je trouve ça super qu'il y ait des sceptiques parce que sinon je pense qu'on pourrait partir en cacahuète donc très bien mais chacun son rôle mais c'est vrai mais nous le but de cet épisode c'était justement de se dire ok en tout cas, voilà, on partage ce que tu partages, il y a des histoires vécues. Voilà, après, voilà, et on fait aucune interprétation. Et chacun en fait ce qu'il veut. Exactement, aucune interprétation. Hyper marrant. Ce que je voulais juste ajouter sur cette histoire de pendule, c'est que moi, je crois quand même énormément, parce que je m'étais un peu intéressée à cette histoire. Alors, pas par le pendule, mais par d'autres biais. Pour moi, on lit pas le futur. Là, finalement, on peut se considérer que une heure d'accouchement, c'est peut-être on a juste accès à des infos qui sont déjà là, mais qui sont pas là, et qu'après il y a quand même beaucoup de libre arbitre. Je dis ça parce qu'à un moment, donc je m'étais vachement intéressée j'avais une prof d'arabe quand j'étais au lycée, et mes parents pensaient qu'elle me donnait des cours particuliers d'arabe. En fait, elle m'apprenait à tirer le tarot, et c'était bien qu'on a, super. et en fait, après, du coup, je m'étais un peu amusée, et il m'arrivait de dire des choses très précises, très justes que je pouvais pas savoir. Et ce que j'ai vu, c'est que le passé et le présent, je le disais excellemment bien. Et même quand j'ai vu d'autres personnes qui faisaient ça, ça marche bien. Le futur, des fois, j'ai dit des choses que je pouvais juste pas prédire. Et la plupart du temps, je disais des conneries. Et du coup, l'image un peu que j'ai eue, c'est notre vie, c'est un livre écrit au crayon à papier. Et effectivement, avec un pendule ou machin, il y a plein de choses en fait qui sont déjà écrites. Mais sauf que ça n'arrête pas de s'effacer et de se réécrire en fonction de notre libre arbitre, de nos choix, de peut-être un petit effet papillon. Là, j'ai décidé de mettre mon bras là. En fait, il y a des choses qui vont changer. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas complètement surréaliste en fait, de se dire que peut-être via un canal qui a un pendule ou des cartes ou je ne sais quoi, je peux accéder à des infos qui sont déjà là. Je trouve ça hyper intéressant, quoi. Oui, je partage ça. On n'est pas... Voilà, on vous rassure. Enfin, moi, je me rassure moi-même. On n'est pas folle. C'est ça. Je te remercie infiniment, Rebecca. Je sais pas à qui j'aurais pu
faire cet épisode. Et je sens que, je sais déjà que mes auditeurs et mes auditrices vont adorer, parce que vu les retours que j'ai eus sur le premier épisode qu'on a fait ensemble, j'ai pas de doute là-dessus. Mais avant même de penser aux auditeurs, je pense que moi j'en avais besoin. Parce que c'est des sujets qui m'intéressent, qui me fascinent, mais j'assume ça à moitié. On a fait un épisode avec mon associé, avec Raph, où il me disait « Mais non, vas-y !» Et je pense que grâce à toi, aujourd'hui, je bascule vers quelque chose qui m'appelle. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais voilà. Je veux te remercier aussi parce que moi, j'ai assez peu partagé et jamais potentiellement de façon publique ces expériences-là. Et donc, tu me permets aussi de faire ce chemin-là. Merci. Bon, génial. À bientôt. Merci beaucoup.